Salut Sixtine, salut Fred, merci d'être là pour parler aujourd'hui d'enseignement de l'animation et puis d'animation en général. Enfin voilà, ça va tourner autour de plein de choses. Sixtine, t'es déjà venu, donc il y a aussi l'interview qui est déjà dispo. Tu parles beaucoup de ton parcours, de ton film et tout ça, mais on va peut-être revenir sur des choses. Et ben Fred, première fois, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Peut-être refaire un petit tour sur justement qui vous êtes, ce que vous faites chacun, histoire d'avoir une petite intro. Vas-y, Fred. Qui veut Ah oui, commencer? parce que je suis professeur d'animation au Gobelin et depuis plus de 20 ans. Et en gros, j'ai une première moitié de carrière qui était en production, quoi, sur de la production. Alors, on va dire une dizaine d'années plutôt sur de la série télé, schématiquement sur de la série télé. Et puis après, une dizaine d'années sur plutôt du film de commande et du coup, de la 3D, puisque c'était les débuts de la 3D, en fait. Hein. J'ai fait plutôt des films de commande en 3D, d'ailleurs, pendant une dizaine d'années. Mhm. Et puis après, j'ai fait de l'enseignement, quoi, dans différentes écoles. Évidemment, majoritairement au Gobelin, ça c'est clair. Et je suis aussi intervenu aux Arts Déco, à l'INA. Enfin, j'ai donné des conférences un peu à droite à gauche, quoi, sur l'animation, en fait. Et de ton côté, Sixtine, peut-être un petit mot? Donc moi, je suis animatrice 2D à la base, donc j'ai fait Les Gobelins. J'ai eu Fred comme professeur et j'ai réalisé mon court-métrage de fin d'études qui s'appelle Thermostat 6. Et là, en ce moment, je fais plutôt de la BD. Je suis en train de finir bientôt mon premier roman graphique qui s'appelle Sibylline. Je suis devenue prof au Gobelin aussi, d'ailleurs. Ah oui, C'est oui. pour Oui, ça c'est aussi ça, que parce qu'il y a, parce qu'il y a ce Ouais. voilà. côté transition aussi qui se fait. Je sais qu'il y en a d'autres aussi. Je pense à Juliette, par exemple, le Portier qui enseigne Oui, aussi, enfin d'autres qui reviennent absolument. enseigner. Donc ça fait Ouais. vraiment partie un peu de l'ADN du truc aussi, de faire revenir des anciens de l'école en particulier. Ouais, ouais, ouais. Alors ça c'était l'idée en fait, parce que je devais m'arrêter moi après toutes ces années. Et donc l'idée c'était de prendre d'anciens étudiants, on va dire, qui ont eu une carrière qui commence pour certains à être assez longue maintenant, des 5, 10 ans, des fois 15. Et donc comme ils avaient déjà travaillé dans l'esprit de l'école un peu sur des exercices, évidemment, il y a 15 ans, c'était pas tout à fait les mêmes exos, Mhm. on va dire, mais ils avaient vu la façon de travailler, donc c'était plus facile de les avoir, d'être à deux ou trois personnes, en fait, pour une année, quoi, sur un exercice particulier. Puis je les briefais aussi sur l'exercice quand il était nouveau, etc. Ils assistaient au cours avec les nouveaux exercices expliqués. Et puis, du coup, ça permet de fonctionner assez bien, quoi. Mais Mhm. on a aussi des intervenants extérieurs qui ne sont pas de l'école, évidemment. Hein, Ouais. tout existe, hein, c'est clair. Mais enfin, c'est vrai qu'au démarrage, quoi, sur les exercices fondamentaux, quand même, Mm. je pense que c'est bien d'avoir quelque chose de solide, quoi. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir d'anciens étudiants, on va dire, des alumni qui ont eu une vie professionnelle euh, importante et qui connaissent déjà l'école, quoi, la manière Mhm. de fonctionner de l'école. Voilà. Puis souvent, c'est un exercice qu'on a déjà fait, du coup, Ouais, il y a quelques années. Ouais, voilà. Ça, les élèves qui sont un peu curieux, ils peuvent aller sur le réseau de l'école et voir comment nous, on s'en est sortis sur ces exercices-là, pour savoir à quel ouais, point est-ce qu'ils vont nous écouter ou pas. Ouais. Non, mais c'est un petit ouais. truc qui met un petit peu de stress au début quand on enseigne, de voir que tous nos anciens exercices sont accessibles Mhm. et qu'on voit souvent sur les barres de recherche des ordinateurs des élèves notre nom et notre prénom, alors qu'on vient sur l'ordi pour les aider et on voit qu'ils Ouais. nous ont bien stalkés avant. Donc est-ce que le la prof est légitime dans Ouais, le voilà. truc? Alors qu'est-ce que t'as fait pour pouvoir m'expliquer ça avant? Ouais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça chez les élèves. Ouais, c'est vrai que, mais même, c'est général à tous les intervenants, c'est Mhm. même les intervenants extérieurs à l'école, hein, Mm. bah, ils regardent sur le web, hein, Dans pour toutes voir un les peu ce écoles. que ça donne. Et bon, ça permet d'avoir une idée, quoi. Mhm. Ça veut pas dire d'ailleurs que le prof sera bon, hein, ça Oui, veut pas parce du que tout, ça n'a rien à voir en fait. c'est Il y a décorrélé ce qu'on fait de ce qu'on peut expliquer, etc. quoi. voilà, il y a la carrière Mm. professionnelle d'une part, le savoir-faire individuel, on va dire, la performance d'un individu euh, qui est spécialisé dans tel ou tel domaine et effectivement qui a un niveau d'excellence. C'est pour ça qu'on les prend. Et puis,
est-ce que ça va passer avec les élèves? Est-ce que il arrivera à transmettre? Est-ce il va expliquer correctement? C'est pas si évident, quoi. C'est pas toujours évident, en fait. Et d'ailleurs, il y a des intervenants qui sont très bons en conférence, qui sont d'excellents conférenciers et qui sont pas très bons en suivi d'atelier, quoi. Hein, faut le savoir, ça. Donc conférence, c'est plutôt expliquer un projet en particulier sur lequel on a bossé, etc. Ouais. Voilà, absolument, hein, avec des making-of et des choses comme ça. Donc c'est assez passionnant pour ceux qui regardent. Hein, et c'est effectivement, des fois, on a du mal à expliquer, quoi, en face à face, en atelier, à prendre le crayon, etc., pour tout de suite trouver une réponse à un problème d'un étudiant. Le problème des étudiants, c'est ils fabriquent des questions, en fait. C'est des grands fabricants de questions, en fait. Et souvent, c'est des questions auxquelles on n'a jamais pensé, quoi. Ça paraît incroyable. Moi, je suis très surpris. C'est extraordinaire, d'ailleurs, d'être prof pour ça, parce que ils ont des idées complètement surréalistes auxquelles un professionnel n'aurait pas pensé, puisqu'on est habitué à être efficace, à aller direct au résultat. Et eux, ils prennent des chemins détournés qui sont parfois vraiment étranges, quoi. Et on se dit, mais mince, comment solutionner ça? Pourquoi ça marche pas? Comment? Et c'est une prise de tête. Et il m'arrive des fois de dire, là, j'en sais rien, il faut que je réfléchisse, et je réfléchis la nuit, et puis je reviens le lendemain avec des réponses. Non, mais c'est assez extraordinaire. Hein. Donc c'est quoi? C'est sur des choses techniques de comment concrètement on va faire ce genre de choses, peut-être plus complexes que d'habitude, des choses comme ça? Absolument, absolument. Comment résoudre des problèmes un peu bizarres, comment essayer de faire d'enchaîner deux actions, mais qu'elles soient lisibles alors qu'on veut qu'elles soient presque superposées. Ce sont des cas difficiles, ça, parce que en général, on simplifie toujours en production pour être efficace. On va pas chercher des choses ultra, sophistiquées, quoi. Hein. Il s'agit d'aller au résultat. Je pense qu'il y a aussi le fait que tes exercices de début d'année, les préliminaires d'animation 2D, ils peuvent être très mathématiques, géométriques. C'est des exercices qui sont faits pour vraiment comprendre la perspective et le timing, le spacing. Et en fait, comme c'est vraiment des exos très précis, on peut avoir tendance à se dire il n'y a qu'une solution. Et c'est pas de l'animation qui peut être subjective et instinctive comme on a l'habitude de faire en prod. Et là, du coup, les élèves se disent oh mon Dieu, si j'ai pas la vraie solution, l'intervalle exactement au millimètre près au bon endroit, et du coup, ça les stresse. Et du coup, ils partent parfois dans des calculs très compliqués, mathématiques, pour essayer de trouver où exactement placer leurs traits sur leur feuille. Et là, du coup, toi qui adores aussi les maths, tu vas aussi à fond dans leur direction, et du coup, tu passes après tes vacances à faire des calculs pour revenir 2 semaines plus tard pour trouver des solutions, avec des formules mathématiques pour calculer des choses en estimation. Ouais, mais en réalité, l'idée, c'est quand même pas ça. L'idée, c'est de donner le plus de méthodes possibles qui sont géométriques, qui sont liées ça peut être avec non, mais ce sont des formules simples. Ça va être, on va utiliser le théorème de Pythagore, par exemple, que tout le monde a vu au collège. C'est pas si compliqué que ça, mais on va l'appliquer correctement, solidement. Ça résout des problèmes quand même. C'est bien de savoir. Mais en général, on essaye de donner plusieurs méthodes. Alors, une méthode géométrique pure, construite avec du dessin. Une méthode, effectivement, où on peut calculer des racines carrées, des choses comme ça. Hein, et pour des gens qui ont peut-être une formation un peu plus scientifique. L'idée, c'est de donner plusieurs méthodes d'approche de l'exercice pour que chaque élève, en fonction de sa sensibilité, de sa formation, puisse se raccrocher à quelque chose qu'il connaît, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est le truc que j'ai entendu. Je sais pas si c'est particulièrement des gobelins ou quoi, mais que ça semble plus facile après, parce que ces exercices-là sont tellement méthodiques, carrés et tout, qu'ensuite, en sortant, on est un peu plus libre finalement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Sixtine, du côté studio et tout, où, comme tu dis que t'es un peu plus libre, on va dire, et tu fais des trucs un peu plus instinctifs en quelque sorte, peut-être des fois. De toute manière, en studio, en prod, on n'a pas le temps, en fait, je pense, de faire des méthodes aussi géométriques si on n'a pas un professeur qui nous donne la formule directement, quoi. Et souvent, c'est des cas très spécifiques à la narration, au storytelling, au storyboard. Et du coup, c'est compliqué de mettre ces éléments géométriques. Mais parfois, vraiment, on peut
incorporer ces compétences qu'on a eues avec ces exercices en prod. Et moi, c'était un des enjeux que j'avais quand j'ai aidé Fred, quand je suis arrivée pour l'assister, pour enseigner le turnaround 2D. Et je voulais vraiment montrer aux élèves en quoi cet exercice, qui est assez long à faire et un peu mathématique, où on doit vraiment faire tourner un personnage en 2D comme s'il était en volume en 3D, et de montrer que c'était possible de l'utiliser en prod sans avoir à tout recalculer, mais en reprenant quand même certaines grandes règles et certaines compétences qu'on avait avec cet exercice. Et du coup, c'est ça qui est important aussi, je pense, c'est de faire le lien à chaque fois entre l'enseignement méthodique spécifique et la praticabilité dans le milieu professionnel. Et là, quand on parle des exercices, donc on parle du turnaround, de l'escalier qui tourne, des choses comme ça, enfin les choses qu'on voit souvent dans les premières démo reels, on va dire de première année ou deuxième année d'étudiants. Voilà. Donc c'est ce genre-là, quoi. Les gouttes d'eau. Ouais, les rondes, les ellipses surtout, un gros boulot sur les ellipses au départ, quoi, parce que en fait, les ellipses, on en a besoin tout le temps, donc pas seulement pour des ronds dans l'eau, quoi. L'idée, c'est dès qu'on a une tête à faire, il faut mettre une ellipse sur l'axe médian. Et si cette ellipse n'est pas correcte, eh ben, on aura un mal fou à avoir des yeux placés symétriquement par rapport à cette ellipse, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de bien comprendre comment on trace une ellipse géométriquement correcte, et puis après, ben, on peut la faire à main levée et elle sera correcte. Quand on l'a fait, quand on sait quelle est la construction, qu'on l'a faite, qu'on l'a pratiquée, après, on n'a plus besoin de le construire. Enfin, elle va être juste tout de suite, quoi. Hein, on peut le faire à l'œil, mais on a assimilé en fait la méthode. On sait les défauts qu'il va y avoir, on sait que sur les tangentes à 45 degrés, on a tendance à enfoncer l'ellipse et à faire une sorte de patatoïde qui ressort sur le devant, avec les tangentes sont enfoncées, et puis on a des pointes sur les extrêmes, quoi. Donc, une fois qu'on sait ça, l'ellipse, on arrive à la tracer correctement à l'œil sans avoir à la reconstruire, quoi. Et on en a besoin tout le temps. C'est valable pour l'axe de symétrie de la tête, mais c'est valable pour l'axe des yeux, c'est pareil. L'axe des yeux, c'est une ellipse. Et une fois qu'on a tracé cette ellipse-là, on fait une tête dans n'importe quel angle. Si on est comme ça, on sait qu'on a une ellipse qui est vers le haut. Si on est comme ça, il y a une ellipse qui est orientée vers le bas. Et les yeux, on va les mettre, mais pile poil exactement au bon endroit, comme en vrai, quoi. C'est du dessin en volume à partir d'une base solide géométrique qu'on a expérimenté avant. Et l'idée, c'est un peu ça, quoi. Hein, c'est d'avoir ces règles géométriques de base et pour après pouvoir les utiliser, mais de manière... On a l'impression que c'est intuitif, mais c'est pas vraiment intuitif, quoi. C'est ça, on l'a appris, on l'a assimilé, on l'a pris en soi et on le restitue tout de suite sans avoir besoin de toutes les constructions ultérieurement, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un des gros trucs. Enfin, on va peut-être parler un peu de ce qui peut bloquer parfois le début quand on commence en animation. Après, moi, j'ai pas été formé en animation en école et tout, donc j'ai un peu plus ce côté, j'essaye des trucs, quoi. Mais c'est la solidité du dessin en lui-même. Donc tout ce qui est le modèle vivant, le fait de construire des volumes et tout, ça c'est un truc qui peut être très bloquant. Est-ce que vous voyez ça dans les premiers tests des élèves et tout ça? Un manque de solidité. Le premier test, c'est presque que de la perspective, en fait. Du coup, ça les oblige à les mettre direct, à placer les pieds des personnages sur une grille en perspective. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attention sur ça. Et sur les étapes aussi du layout, qui est super important pour justement bien placer la perce avant d'animer son personnage dedans. Mais c'est vrai que oui, c'est un problème qu'on a quand on commence. Au démarrage, c'est le souci, quoi. Au démarrage, c'est même si la sélection s'effectue en fait sur le dessin quand même. Il y a évidemment le concours d'entrée quand même sur le dessin. Il y a un Tumblr avec une assez grande quantité de dessins variés. Hein. Ça va des animaux à des perces intérieures d'ailleurs, qui sont pas simples à maîtriser. On voit bien ils n'ont pas suffisamment de pratique en fait au niveau du dessin en volume. Donc l'idée au départ, c'est on attaque là-dessus, quoi. Ouais. Hein, on commence par ça en fait, voilà. Et d'autant plus qu'ils ont envie de dessiner des personnages. Hein, en arrivant, évidemment, ils ont envie de dessiner des personnages. On a tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient depuis tout petit.
en général, hein, bien sûr. Ouais. Mais avec un volume qui est un peu défaillant, quoi. Donc, comment arriver à rectifier un peu tous ces problèmes de volume, avec quelques règles de construction simples qui viennent structurer le dessin, faire que le dessin est en place et en volume. Alors, on peut se dire aussi que, oui, bien sûr, il y a des tas de styles de dessin et d'animation qui sont absolument pas en volume, hein. Mhm. Mais malgré tout, le fait de connaître ces règles de volume permet après d'aborder des styles qui sont beaucoup plus en aplat et avec des vues peut-être frontales, avec des volumes écrasés. Ça permet d'avoir une vision, comment dire, une façon de dessiner qui va donner un dessin qui reste élégant, même avec des défauts une non-perspective ou une anti-perspective, quoi, si on peut dire. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire qui peut le plus peut le moins, et ben c'est une réalité, quoi. Hein, il faut essayer d'avoir le maximum de solidité technique pour pouvoir aborder tous les styles derrière. L'idée, c'est qu'ils puissent travailler sur n'importe quel projet ultérieurement pour avoir du travail dans n'importe quel cas. Donc, de diversifier effectivement les styles, mais ça passe par ce qu'il y a de plus difficile, quoi, le plus de compétences possibles à acquérir en géométrie, en volume. Et puis après, dans un deuxième temps, en fait, c'est le mouvement, quoi. Alors là, c'est une autre paire de manches. Je pense qu'il y a un enjeu aussi du début de la formation qui est de faire comprendre aux élèves que, parce que comme tu dis, ils ont appris souvent en dessinant des personnages. Et du coup, quand tu fais juste dessiner des personnages, plus tu vas mettre de détails, plus tu vas les rendre originaux et plus ça va être cool pour eux. Sauf que là, on va essayer de leur apprendre que, oulala, plus tu mets de couettes dans les cheveux de ton personnage, plus tu mets de boutons ou de rayures et plus l'animation va être compliquée. Et vraiment leur expliquer que c'est plus joli, c'est plus élégant une anime qui fonctionne bien qu'une anime qui est détaillée, en fait. Et il y en a qui l'apprennent à la façon difficile parce que vraiment, ils bataillent contre l'exercice et ils n'acceptent pas quand on leur dit enlève des détails. Et du coup, ils veulent absolument garder leur personnage et ils animent un personnage avec plein de détails et ils galèrent. Et après, ils se rendent compte, ah oui, en fait, il faut aller à l'essentiel du character design, trouver ce qui vraiment fait le personnage et animer ses volumes simples. Et c'est là que plus l'anime, elle va être juste, et plus ça va être beau à voir, plus que qu'il y ait des pompons ou des rayures. Ouais, et surtout que dans ce cas-là, l'idée, c'est essayer de garder les détails qui font croire qu'il y a des détails. Oui. En fait, en animation, le problème qu'on a, c'est plus il y a de détails, plus ça prend du temps et plus le budget, ça correspond pas au budget, quoi. Hein, faut être réaliste. On a des budgets qui sont assez faibles en général. Donc. Et l'idée, c'est quels détails on peut garder, qui soient animables et qui vont faire croire que le personnage a quand même un niveau de détail suffisant, élaboré, quoi. Hein, et ça, c'est pas simple du tout. En réalité, ça, c'est pas simple du tout au niveau de la conception des modèles, en fait. Et je dois avouer que les personnages Disney de la grande époque, ils étaient vraiment très forts, quoi, parce qu'ils arrivaient à mettre le minimum de détails, mais qui faisaient croire qu'il y avait du détail, quoi. Et en plus, ils gardaient des détails qui étaient animables, c'est-à-dire facilement plaçables géométriquement, sur des. Et ben ça, c'est pas facile, quoi. Et il y a un énorme travail, en fait, au niveau de la conception de personnages qui doit être fait pour simplifier la vie des animateurs derrière et conserver un look riche, quoi. Faire croire que l'image est riche, quoi. Ouais. Et ça c'est au niveau du design de personnage, il y a des choses à faire là-dessus, à réfléchir encore. Ouais. Oui, parce que de votre côté, vous enseignez spécifiquement l'animation, mais il y a aussi tout ce qui entoure. Donc ça, c'est d'autres intervenants en particulier qui sont là pour le design et des choses comme ça. Ah oui, il y a bien sûr, on peut venir des spécialistes à chaque étape de création. Oui, on fait venir des spécialistes du domaine, quoi. Des spécialistes en layout, des spécialistes en storyboard, spécialistes en conception de personnages, spécialistes en modèle. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dès les premières années, ils ont des modules où ils vont travailler les différentes
ces différents jobs en fait à la suite. Donc par exemple le turnaround 2D pardon, ils vont avoir le module character design avant. Avec d'autres professeurs, et après ils vont avoir le module d'animation où moi par exemple c'est moi qui l'enseigne depuis 3 ans au Gobelin avec Fred, et là ils vont pouvoir avoir l'occasion d'animer le personnage qu'ils ont designé avant en le designant, en ayant en tête qu'ils vont l'animer. Et du coup ils vont pouvoir vraiment se rendre compte de ce que ça fait d'animer son propre personnage, parce que ça les frustre souvent quand les personnages sont imposés, mais en même temps il y a une raison pour laquelle on impose des character design aussi. Alors, on impose des character design sur certains exos où c'est l'anime qui prime, quoi. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un turnaround, c'est utile qu'ils le fassent sur leur propre création quand même. Parce que là, ils se rendent compte d'à quel point leur design de départ était peut-être trop compliqué, ou les détails qui ont été sélectionnés n'étaient pas les bons, étaient trop difficiles à mettre en place, quoi. Après, on anime. Une fois qu'il anime, il voit bien que c'est difficile à maintenir trop de plis sur des manches, il faut sélectionner le nombre de plis, quoi. Faut voir on va avoir juste les cassures, et puis peut-être un pli principal, mais en diagonale, qui va pouvoir s'orienter suivant le personnage tourne ou pas, mais pas plus, quoi. Faut être raisonnable à un moment donné. Ça met aussi à l'épreuve la cohérence du design de tous les côtés. S'ils ils vont faire leur model sheet avec le face, le profil, le trois quarts d'eau, et ils vont se rendre compte qu'en fait, en l'animant, parfois, comment ils ont dessiné le personnage de trois quarts et de face, ça correspond pas. Et pourquoi? Et parfois, c'est des tics de dessin qu'on prend, on dessine le nez comme ça, et en fait, quand on l'anime, ça fait un truc très bizarre. Et du coup, il faut qu'ils apprennent à trouver des solutions pour faire passer un nez du design de face au design de profil. Et ils n'avaient jamais pensé à ce nez-là de ce côté-là, par exemple. Et du coup, ça leur permet vraiment de trouver des solutions à leur propre style. Je sais que de mon côté, un des problèmes que j'ai souvent, c'est que mes profils vont être trop plats. Enfin, j'ai pas pensé au volume de l'avant, l'arrière, le crâne surtout, j'ai envie de faire toujours un peu en boule, alors qu'en fait, il peut ne pas l'être et tout ça. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que je remarque, très lentement, du coup, parce que je suis pas intensivement dessus. Mais c'est vraiment, quand on arrive vraiment à simplifier les volumes, c'est là qu'on arrive un peu à mieux comprendre ça, mais ça reste un truc vraiment pas évident, parce que j'ai l'impression que l'animation, en général, c'est beaucoup de choses très très simples, mais qu'il faut savoir faire vraiment carré pour que ça marche, quoi. Au final, il n'y a pas non plus 40 principes. On peut aller dans des complexités, des branchements, etc. Mais c'est pas si compliqué dans les principes, mais c'est dur à faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il faut, absolument. Non, c'est pour ça qu'il faut expérimenter. Non, mais l'idée, il est évident qu'une conférence donnée seule sur un turnaround n'a aucun effet, n'a aucun intérêt. Ce que je veux dire, c'est que il faut le cours, bien sûr, mais tout de suite, il faut immédiatement après. D'abord, il faut pendant le cours prendre des notes pour déjà soi-même avoir un peu mémorisé les méthodes qu'on propose. Et puis immédiatement après, c'est-à-dire l'après-midi en fait. S'il y a le cours le matin, l'après-midi, on est sur sa table à dessin, quoi. On est sur la synthique, on est sur la table d'anime pour mettre en place, quoi, pour expérimenter tout de suite, quoi. Il faut faire ça à chaud, quoi. C'est une pratique intensive, mais qui va avec une théorie solide au début, quoi, et qu'on met immédiatement en application pour que ça marche. Ouais. Et comment ça marche avec le côté suivi qu'on a évoqué un petit peu avant? Comment on suit ces exercices-là? Comment on donne des conseils? C'est quoi un peu les interactions qu'il peut y avoir là-dessus? Grosse question. Du coup, ça se passe en module de 6 semaines à peu près, ou un peu moins? Ouais, ça dépend des exos, mais ça va on va dire de 3 à... il y a maintenant des exos qui peuvent aller jusqu'à 5-6 semaines, en gros. Ouais. C'est pas des matières séparées, des classes où les élèves vont apprendre différentes choses, c'est vraiment des modules temporaires. Dans le temps. Et du coup, ils sont tous à la même table, ils ont chacun leur bureau dans la salle. Et du coup, ils ont au début de ce module la masterclass, le cours dans une même salle où ils sont tous ensemble, où le prof va leur expliquer, leur montrer des exemples, leur expliquer la méthodologie. Et après, direct mise en pratique, ils retournent dans leur salle. Et là, pendant plusieurs semaines, ils vont devoir faire cet exercice en sachant quand est-ce qu'est la deadline. Et il faut qu'ils se débrouillent tout seuls
avec leurs camarades de classe ou avec les intervenants qui vont passer. Donc les intervenants, ils passent dans les couloirs, dans les rangées des élèves, et ils viennent. Bon, chaque intervenant a sa méthode, hein, mais globalement, on essaye de passer voir un par un les élèves, qu'on puisse les voir chacun plusieurs fois pendant la durée de l'exercice, et on voit où ils en sont. S'ils ont des difficultés, on leur réexplique le cours, on leur montre des travaux d'autres élèves pour qu'ensemble essayent de trouver une solution. Enfin, s'il y en a un qui a compris à côté, on lui dit bah, viens l'expliquer à ton camarade de classe. Du coup, ça crée vraiment une émulsion de groupe, sachant qu'ils sont dans la classe organisée par box, on appelle ça des box. Mais en fait, c'est des tables qui sont... On fait à cheval, un peu, quand on fait à cheval, et puis ils sont 4-5, quoi, en gros, on fait à cheval, donc ils sont dos à dos, enfin, plus ou moins, et puis ils peuvent effectivement travailler un peu, s'entraider, quoi. L'idée, c'est qu'ils s'entraident, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de compétition sur l'exercice, quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment, on doit arriver au meilleur résultat chacun, et voilà, quoi. Mais il y a beaucoup de compétitions internalisées. Oui, il y a une compétition psychologique, quoi, enfin, personnelle, quoi. C'est dans la tête, quoi. On veut pas rester sur être pas très bon. On veut plutôt être dans les moyens bons. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se comparer aux autres, quand même. Et Mais je trouve que cette compétition, elle a tendance à s'atténuer avec les années parce que maintenant, on prend tous les élèves sortant du bac ou une année après le bac. Ouais, c'est ça. Alors que moi, à mon époque, c'était de 18 à 25 ans, ce qui fait qu'on se retrouvait dans une classe. Parfois, moi j'avais 18 ans quand je suis rentrée et dans ma classe, il y avait des gens qui avaient 25 ans, qui avaient fait déjà 3 ans d'animation dans une autre école ou qui avaient une formation ingénieur. Ingénieur, oui. On a eu beaucoup d'ingénieurs en fait. Et du coup, il y a des disparités énormes au départ, mais qui, après 4 ans, vraiment vont s'atténuer de fou. Ce qui fait qu'on peut travailler ensemble à la fin sur des projets de groupe et qu'on se soutient et s'élèvent les uns les autres. Mais au départ, c'est vrai que, en plus, comme il y a le concours d'entrée, ça met une pression et un peu un syndrome de l'imposteur aussi quand on rentre. Et surtout que, bon, maintenant, c'est plus comme ça le concours, mais à l'époque, c'était un concours dans un entrepôt, enfin, c'était dans une grande salle où on était 300, 400 élèves à venir faire un exercice sur du papier. C'était vraiment comme le bac, quoi. C'était le truc légendaire. C'était comme le bac. On regarde beaucoup les autres autour de nous, on se dit est-ce qu'on va être pris, est-ce que lui sera dans ma classe ou peut-être pas du tout. Et après, une fois qu'on se retrouve et qu'on est sélectionné, on a ce truc de waouh, je fais partie de ces 30 personnes sur les 400 qu'on fait le concours. Est-ce que je mérite ma place Et aussi, il y a une tendance chez les élèves des Gobelins à beaucoup faire de dessins d'observation, ce qui est très 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 bien. Mais du coup, tout le monde a son petit carnet d'observation avec lui, fait des dessins des autres, croque de son côté, et du coup, on a toujours tendance à vouloir regarder, et parfois les carnets ils tournent, et du coup, on est là, oh là là, lui il sait faire ça, moi je sais pas faire ça, et ça questionne beaucoup le niveau, et du coup, on a cette compétition internalisée qui est pas mise en place par l'école, parce qu'il n'y a pas de classement, il y a des notes, mais il n'y a pas de non, il n'y a pas de classement. Oui, on met des notes, mais l'idée, c'est d'avoir. On fonctionne avec des ECTS. Enfin, on s'est un peu aligné sur l'université, en fait. Donc, il suffit d'avoir le nombre de CTS demandés dans l'année pour passer dans la classe supérieure, quoi. Voilà. Et puis, quand on rate un exo, on a un certain délai pour rattraper, quoi. Il y a des possibilités de rattrapage. Donc, c'est pas si comment dire, il y a pas une sélection. L'idée, c'est que tout le monde ait le même niveau à la sortie, quoi. Donc en fait, souvent les intervenants, on passe plus de temps en fait avec des élèves qui ont des difficultés qu'avec ceux qui en ont pas trop, parce que ceux qui en ont pas trop, on voit que ça fonctionne bien, on corrige 2-3 trucs, mais c'est plutôt avec ceux qui ont des difficultés, d'ailleurs, sur cet exercice-là, mais qui n'en auront absolument aucune sur un autre exo qui n'a rien à voir. Il y a des gens qui peuvent avoir d'énormes difficultés sur le turnaround, et puis aucun problème de layout sur l'exercice de layout, quoi. En fait, les compétences demandées dans chaque département en animation, dans une chaîne de production, sont souvent très différentes, quoi. On voit bien, en décor, on veut que les gens aient une bonne connaissance de la couleur, qu'ils aient expérimenté la couleur à 300%, quoi.
Bon, bah, quelqu'un qui est bon en couleur, il n'est pas forcément bon en géométrie, quoi. Ça n'a rien à voir, mais strictement rien à voir, quoi. Hein, voilà. Donc, on fait du suivi. C'est un peu au cas par cas, ouais. On essaye de voir les élèves un par un et de lisser tout le monde au même niveau, quoi. Hein, puisque de toute façon, après, ils doivent faire des films ensemble. Donc, il faut essayer d'avoir que les gens aient un peu ce même niveau technique, quoi, de manière générale. Mais là, effectivement, ça s'optimise un peu. Tu as un peu raison avec l'idée de comment on les prend après le bac ou un an après. Bon, ben, il y a quand même un niveau relativement homogène. Au niveau de l'âge, déjà, c'est assez homogène. Et même si il peut y avoir quelques dérogations, mais il faut que ça soit justifié, quoi. Mais bon, bah, globalement, on imagine que la classe monte de manière assez homogène et assez régulière, quoi. Ouais. On a moins les écarts qu'il pouvait y avoir avant entre des vieux de 26 ans qui avaient passé l'âge. Il y avait des dérogations pour dépasser les 26 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient rentrer à 27 ans. Non, mais ça arrivait, c'est rare. Hein, il y avait déjà un diplôme d'animation. Oui. Qui cumulait les écoles, en fait. Absolument, oui. oui. Mais qui venaient se spécialiser parce que il y avait des élèves qui avaient fait les arts déco, par exemple. C'est une formation, les arts déco. Et puis qui venaient, ils passaient le concours parce qu'ils voulaient se spécialiser sur l'animation de personnages et être bons là-dedans. Donc ils avaient une formation un peu plus généraliste de réalisation, voilà, un peu tout domaine, d'histoire, de mise en scène, de comment on raconte, etc. Et puis, en animation, ils estimaient qu'ils étaient un peu plus faibles et bon, ils venaient ici et ils se spécialisaient. Ils essayaient d'améliorer cette partie-là, quoi. Et je sais plus si c'était dans une discussion en vidéo en particulier, mais j'ai l'impression qu'il y avait ce côté, on peut être étonné quand on va en école d'à quel point on doit être autonome aussi en même temps. On s'attend peut-être à avoir un truc on nous donne tous les trucs et on fait des exercices très précis et très suivis. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que finalement on doit aussi apprendre beaucoup en testant soi-même et que ça peut être étonnant pour des gens qui s'attendent à comme en maths, hop, on t'explique les trucs et exercice après exercice. Enfin, il y a un côté un peu plus faites les choses pendant quelques semaines. Et ensuite, on va vous aider à faire ces choses-là. Mais il faut les faire aussi un peu seul, quoi. Est-ce que ça étonne un peu les élèves, ce côté-là, un peu autonome aussi, quoi? Je pense les plus jeunes ou qui sont vraiment habitués à être beaucoup côté scolaire, très scolaire. En sortie de bac, c'est pas évident. Ouais. Ils doivent être je pense qu'ils sont un peu déstabilisés, ouais. Oui, parce que en fait, il y a une période vraiment longue. Hein. Quand on a un exercice sur 3 semaines, le sujet il est donné. Et puis 3 semaines, c'est 3 semaines, quoi. Ouais. Et on ne fait pas un exercice de maths en 3 semaines, hein. Ça, c'est pas possible. Enfin, un exercice de maths, ça se fait. Voilà, on va passer 1 heure, 2 heures dessus, et puis c'est bon, quoi. Mais là, il faut gérer son temps, quoi. Ouais, c'est un vrai projet en soi. Oui, c'est un mini projet en soi, et il faut essayer d'acquérir une certaine méthodologie personnelle, voir. Comment commencer, souvent, c'est difficile, quoi. Comment commencer? Eh ben, pour commencer, il faut commencer. Il ne faut pas se demander comment commencer. Non, mais ça paraît. Il faut avoir des questions à poser parce que si on n'a juste rien, on ne pourra pas se baser sur quelque chose pour montrer. Il faut démarrer, quoi. Il faut se lancer et puis après, c'est là où on voit les problèmes et après, on peut se poser des questions et voilà, on peut travailler à plusieurs, on peut demander aux intervenants, etc., quoi. Mais il faut vraiment démarrer, quoi. Mais je pense qu'aussi que la phase où ils vont être perdus et ils vont devoir faire des recherches aussi, elle est importante. Ouais, et elle sert à l'acquisition, comment on dit, à guérir des compétences. Par exemple, là, ils vont déjà aller chercher dans leurs camarades de classe qui a compris, qui a pris des notes pendant la conférence parce que la personne, elle n'a pas pris de notes. Il y a toujours des gens plus carrés, prises de notes et tout dans la classe. Ils filment la conférence justement pour avoir vraiment tout. Ouais. Et après, ils vont aussi chercher en ligne des références, voir s'il n'y a pas des choses sur Internet qui ressemblent à l'exercice ou plein de choses. Et en fait, c'est cette partie d'être perdu et de faire ces recherches qui va aussi souvent plus les aider sur le long terme parce qu'ils acquérissent aussi la méthode de recherche. Exactement. On leur apprend pas que à animer, mais aussi à comment apprendre à animer, quoi. Comment
Alors, je sais pas si c'est des références, ouais. Enfin, j'ai toujours. C'est vrai que l'usage fait qu'on appelle ça trouver des références, quoi. Mais en réalité, c'est au-delà. C'est pas le problème de la référence, c'est qu'on a tendance, on la pense en tant que copie ou recopie de telle ou telle chose. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des bases multiples, hein, en exemple, et puis d'essayer d'en extraire une vision globale, un peu personnelle, quoi. Hein, ouais. Ouais, c'est un mélange de plein de choses plein de notions. Ouais. On va se dire, tiens, en fait, dans cette marche-là de tel animateur, on remarque ce truc-là qu'on va réadapter. Enfin, c'est Ouais. très organique, quoi. Et il faut pas que ça soit de la roto, quoi. Faut pas que ça soit du décal, ça n'a aucun intérêt. Hein, parce que je dis ça parce que dans les Tumblr, il y a plein d'exemples de Tumblr, en fait, avec des marches de Preston Blair, par exemple, extraits du Preston Blair, ou du Richard Williams. Mais évidemment, tous les professionnels les connaissent, donc ça se voit tout de suite. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dépasser ce stade-là. Non, mais au début, c'est bien, il faut copier pour apprendre, on est d'accord, mais il faut très rapidement dépasser ce stade-là, quoi. Il faut plutôt extraire, faire de l'analyse de références. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à faire de l'analyse de références pour pouvoir les utiliser. C'est pas du copier-coller qu'on va mettre tel quel, quoi. Ouais, on pense à ce qu'on appelait la rotoscopie au XXe siècle, mais qui est le décalque, qui est bon, et qui existait de toute façon dès Léonard de Vinci. À la Renaissance, la roto, c'était déjà ça, quoi. Donc ils arrivaient à décalquer des visages, des portraits qui sont ultra photographiques, avec des caméras obscura, avec des miroirs. Ils avaient des bons miroirs, ils arrivaient à polir des miroirs concaves ou convexes, donc on arrive à récupérer, à décalquer, hein, un visage sans aucun problème. C'est ce qu'on on voit bien au XXe siècle. Le cinéma était rempli de ça, si on prend. Hein, les flécheurs avaient développé un système de rotoscopie à partir de la projection, image par image, en fait, d'un film. Et puis on récupère et puis d'autres studios, de toute façon, utilisaient ça. En fait, c'était la même chose à la Renaissance, mais avec des images fixes, quoi. Ouais. Donc, bon. Et par rapport à... en parlant un peu d'évolution des techniques, etc., est-ce qu'il y a une façon différente d'enseigner maintenant qu'avant? Parce que les principes de l'animation restent les mêmes, mais maintenant... c'est aussi sur ordinateur, etc., même pour la 2D. Enfin, est-ce que ça change un truc dans votre façon d'enseigner? Est-ce que ça pose des problèmes de gens qui vont trop à la facilité, entre guillemets, que sur papier, enfin, ce genre de truc? Ouais. Ça pose des problèmes, effectivement, au niveau de l'encadrement, parce que cette année en particulier, on a eu, en gros, la moitié des élèves qui rendaient sur papier. L'exercice a été demandé sur papier, il faut bien... Pour se familiariser avec cette technique, puis après on passe au numérique. Enfin, de toute façon, ça se finit en numérique au bout aujourd'hui, c'est évident. Donc on est obligé d'apprendre le numérique aussi. Mais en gros, la moitié des élèves ont réussi à livrer à peu près sur papier, et l'autre moitié à livrer en dessin digital, quoi, directement digital. Et ça, je pense que c'est un problème, parce que chaque élève a ses propres applis, ses propres logiciels. Il y en a beaucoup, quoi. Rough Animator, il y a une quantité de logiciels étonnants d'ailleurs pour faire de l'anime qui existent, et chacun a travaillé chez lui depuis qu'il est petit, quoi, avec ça. Et donc ils ont du mal à revenir quand on leur demande de faire de l'anime sur papier. C'est compliqué, ils ont l'habitude de travailler sur iPad, voilà. Et même changer de logiciel. Et changer de logiciel, oui, on est habitué sur un logiciel, on veut pas. Mais moi non plus, je veux pas changer de logiciel. Je suis comme eux, tout le monde, on est tous comme ça. Mais à un moment donné, il faut quand même travailler sur un outil professionnel, sur un outil qui permet de faire des choses complexes, quoi. On peut pas se contenter d'être avec une appli avec un seul niveau, où il n'y a pas de feuille d'expo, où on bouge au doigt sur... c'est un enfer. C'est un enfer. Non, mais ils s'obstinent à vouloir animer avec des applis qui sont faites pour le dessin sur l'iPad, par exemple. Oui. Avant, Procreate, ils utilisaient la version avant que ce soit possible d'animer dessus. Et ils faisaient des exercices dessus. Même moi qui utilise Procreate,
c'était impossible pour moi de les corriger parce que c'était beaucoup trop compliqué d'utiliser le logiciel, de passer d'une image à l'autre. Non, Et en plus, ils faisaient play sur un petit écran, donc c'était compliqué. Enfin, et c'est pas un logiciel qu'on utilise dans le milieu pro. Bah Ils non. prennent plein d'habitudes sur un logiciel qui est pas pro. Et après, quand les producteurs leur demandent cette prod-là, elle se fait sur ce logiciel-là, est-ce que tu sais l'utiliser? Soit ils montent et ils apprennent sur le tas, soit ils montent pas et on peut leur apprendre, soit ils peuvent pas prendre le job, et du coup c'est dommage, quoi. C'est dommage, donc il faut essayer de travailler sur des logiciels, peut-être les logiciels les plus répandus en prod, quoi, à un moment donné, quoi. À leur sortie, on sait en gros que s'il sera utilisé, ça va être TV Paint, ça va être Toon Boom. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que pour les décors, tout le monde utilise Photoshop. Mais alors, et pareil, il y en a qui font des animes sur Photoshop. Oui, d'accord. On peut faire des animes avec n'importe quoi. Non, mais ce qui est extraordinaire avec l'animation, c'est que n'importe quel outil peut permettre de faire de l'anime. La difficulté, c'est ça actuellement, là, en ce moment. Et parce que ça a basculé en 2 ans. Enfin, pour moi, c'est en 2 ans. Ils étaient encore tous sur papier. L'iPad, ça existait. Enfin, c'est vraiment pas adapté il y a quelques années. C'est vraiment arrivé là. C'est arrivé là. À cause de nous aussi, un peu, mais voilà. Il y a 2 ans, ils rendaient les exos sur papier, quoi. Ouais. Enfin, ils les rendaient pas sur papier. Quand je dis rendaient sur papier, ils faisaient l'anime sur papier. Oui, après, ils les scannaient, etc. Et après, on scanne, on numérise, et puis, bien sûr, on est en digital. Mais là, il y a une sorte de basculement, là. Alors, comment c'est aussi parce qu'ils aiment bien travailler l'exercice chez eux aussi. Ouais. Et parfois, ils peuvent pas emmener l'ordinateur et la tablette chez eux. Et on essaye de faire en sorte qu'ils puissent tous avoir le logiciel chez eux aussi. Oui. Mais parfois, il y en a, ils n'ont pas le matos, surtout quand c'est le début des études, parce que ça coûte cher, quoi. Et puis, ce qui est pas si évident. C'est pas si évident. Enfin, sur papier, enfin, les tables lumineuses à LED, ça coûte plus rien maintenant. En plus, il y a les variateurs en plus d'intensité. Et puis, elles sont légères comme tout. Il y en a des A3, ça vaut, je sais pas, on trouve ça à 15 € ou 20 € dans les supermarchés. Et ça marche très bien. La lumière est bonne. C'est très étal. Hein. La lumière, c'est incroyable ces tables lumineuses là pour faire du tradi. Puis on scotche la PEC bar et on flippe. Et tout va bien. C'est pour ça que pour moi, c'est un des points forts des écoles qui proposent aussi le côté papier, parce que c'est une façon de nous forcer à le faire. Moi, j'aurais bien aimé, je pense, aussi avoir ces bases-là, à la fois aussi du dessin académique un peu plus poussé, etc., mais d'avoir le côté animé sur papier qui fait que tu es obligé, quoi, tu dois faire tes retouches comme tu peux, tu refais ta feuille, enfin, un côté un peu plus à l'ancienne, on va dire, en quelque sorte. J'ai l'impression que ça aide à ensuite se sentir libéré une fois que tu passes au numérique. Oui. Ouais. Parce qu'une fois qu'on sait faire ça sur papier, quand on passe au numérique, mais c'est incroyable. On va droit au but et on perd plus de temps, quoi. En fait, ça devient un gain de temps. Alors qu'en démarrant par le numérique, c'est une perte de temps, en fait. Parce que ça marche pas, on fait un dessin après l'autre. C'est le principe du straight ahead, c'est-à-dire straight ahead, je fais un dessin et puis je fais play et je regarde. J'ai un dessin, j'ai 2 dessins, ouais. À quoi ça sert de faire play avec 2 dessins? Je sais pas. C'est mystérieux pour moi. Et j'en fais un de plus, j'ai 3 dessins. Alors je fais play avec 3 dessins. Ça veut rien dire. 3 dessins, c'est insensé. C'est le tout début d'un mouvement. On n'atteint même pas la première anticipation. Non mais, faut imaginer ce que ça veut dire. Hein. Donc, ok. Après, c'est vrai que... on peut flipper à 5 dessins. On a un mini line test si on veut. Et on vient se faire les pauses clés. C'est plus méthodique. Méthodique, voilà. Ouais. C'est plus rationnel. On a une vision du mouvement global avec toutes les pauses clés. Avec 5 pauses clés, on est bon. On a l'intégralité d'un mouvement. Bien sûr, on n'a aucun inter, on n'a pas les clés de passage. Ok, d'accord, mais on se rend compte de ce que ça donne. Et après, on sait comment on va pouvoir le timer, quoi. On peut commencer à travailler la feuille d'expo en même temps. Après, de ce côté-là, en numérique, maintenant, ça se fait aussi. Donc, on peut aussi apprendre à la manière tradie en numérique. Forcément, moi, je presse pour mon truc, mais voilà, si, absolument. On peut apprendre la manière tradie. Il faut juste connaître la manière tradie, pas se lancer comme ça, quoi. C'est surtout ça. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et donc, pour moi, c'est un des trucs où le côté méthode, par exemple, les timesheets, j'ai appris récemment, enfin, il y a quelques années, quoi, vraiment à comprendre le truc, même si je les utilise pas finalement, mais à comprendre un peu comment ça marche. Ça, c'est un truc aussi qui est vraiment
poussé, etc., le fait de planifier vraiment avant, ou on passe directement aux clés dans vos exercices Ah bah non, il faut travailler, on travaille, et oui, il faut travailler en pause. L'idée quand même en anime, c'est de travailler un exercice où on démarre, il y a un petit sujet, en fait, on donne les modèles, et puis il dure quoi? Il dure assez longtemps, hein. On a bien quatre semaines hein, sur il y a une séquence 2D en fait qui est animée, il y a 3 plans avec des raccords de plans, et puis un personnage qui fait une action, voilà. Et donc, bon, bah là, c'est un exercice de décomposition du mouvement. Donc l'idée, c'est de comment décomposer un mouvement, quelle est la décomposition d'un mouvement simple et comment on va pouvoir les enchaîner pour raconter une histoire ou faire que le personnage évolue, quoi. Donc il s'agit d'extraire des pauses clés. Donc les pauses clés, c'est les principes de base, le fixe de départ, anticipation, action, tout ce qu'on trouve dans les vieux manuels du XXe siècle, anticipation, action, réaction, hein, c'est de la traduction de l'américain, même si la traduction n'est pas très bonne, parce que réaction, ça veut rien dire en fait. Mais enfin, en anglais, ça se comprend, mais en fait, l'idée de la clé de réaction, il faut l'interpréter comme étant une clé d'inertie. C'est-à-dire quand on a lancé un mouvement, pour l'arrêter, comme il y a un certain poids, eh ben on ne peut pas. Donc il y a forcément des clés où l'objet ou le personnage va venir encore bouger à cause de son inertie, en fait, de sa masse qui est encore en mouvement. Donc ça permet d'avoir une clé dite de réaction, qui est à l'opposé de l'action, bien sûr, puisque c'est l'inertie, le mouvement qui continue et qui bouge par inertie. Voilà. Donc cette clé-là, elle est indispensable. Donc en fait, on regarde, on leur demande d'analyser, de concevoir un mouvement avec ces clés essentielles. Et l'idée, évidemment, c'est de chercher ces clés, ces vraies clés de mouvement, les clés dites extrêmes, qu'on appelle les clés extrêmes en fait. Hein. Et ben on les cherche avec des subnails. Ce qu'on appelle les subnails, c'est les petites recherches où on fait des tests. Tiens, si je mets le corps comme ça, bon bah ça va pour la réaction. Peut-être que la clé d'action, elle était tendue dans l'autre sens. Voilà, on fait des tout petits croquis hein, pour essayer de préparer, de planifier le mouvement en fait avec les pauses clés quoi. Ouais. Ensuite, voilà, après on peut les agrandir sur table d'anime, on les agrandit au format d'animation et puis on peut commencer à gérer un peu le timing, à voir combien de temps on va passer entre le fixe de départ, le personnage arrêté, et puis la clé de réaction où il vient prendre de l'élan. En fait, la clé d'action, pardon, la clé d'anticipation, pardon. Et pareil, anticipation, là aussi, c'est une mauvaise traduction. C'est une prise d'élan. En français, on devrait dire une prise d'élan. Pour faire un mouvement, on doit prendre de l'élan. Voilà. Donc, prendre de l'élan, ça veut dire, aller en général à l'opposé du sens de mouvement où on veut aller, pour pouvoir prendre de la vitesse et avoir une action ultra rapide, efficace. Voilà. Donc, c'est bien, voilà, on va pouvoir timer, de passer du fixe à la clé d'anticipation. Ça va me prendre combien de temps? Est-ce que j'y vais lentement, et puis après que je pars comme une fusée, comme font les personnages cartoon, ou est-ce que je suis réaliste, et puis, je vais avoir, je sais pas moi, 5-6 images pour aller jusqu'à ma clé de réaction. Ma clé d'anticipation, pardon, ma prise d'élan. Si je lance une boule, voilà, je fais hop, ça va durer, peut-être 6-7 images, voilà. Et puis après, je lance avec la clé d'action pour le lancer, d'accord, mais et ça va dépendre du style d'animation, évidemment. Hein, si on va vers le cartoon, on peut très bien faire une anticipation très exagérée, faire 3 tours sur lui-même, le personnage s'enroule sur lui-même, et puis il va mettre quasiment 1 seconde pour aller à sa clé d'anticipation, et puis après il va se détendre ultra violemment en peu d'images, quoi. Mais si c'est un personnage réaliste, non, il va pas mettre 1 seconde pour aller au ralenti, ça n'a pas de sens. Hein. Il va le faire, il va lancer, quoi. Donc c'est 6 images peut-être. Et puis tous les intermédiaires existent, puisque après on peut avoir un style semi-réaliste, des styles un peu semi-réalistes, on voit bien, ça va être des personnages comme Astérix et Obélix, c'est des personnages semi-réalistes qui tirent un peu vers le cartoon, hein, si on regarde bien.
Ah, c'est pas des toons quand même, hein, mais bon, c'est plutôt du semi-réaliste. Mhm. Bon. Les personnages de Miyazaki sont souvent semi-réalistes. Miyazaki, il aime bien les personnages semi-réalistes. Hein. Bon, voilà. Takahata. Avec une anime qui tend vers le réalisme. Avec une anime qui tend vers le réalisme. Oui, parce que le design Takahata, et le mouvement sont décorrélés, du coup. Voilà. Et Takahata, lui, il était dans un style de manière, pas toujours, hein, mais de manière générale, il est quand même très réaliste, quoi. Il était beaucoup plus réaliste que son pote, quoi. Hein, et il s'adresse pas d'ailleurs à la même tranche d'âge, souvent. Hein. C'est le design conditionne la tranche d'âge à laquelle on s'adresse, en fait. Hein. On voit bien. Mais après, quand je parlais de timesheet, c'était aussi ce côté de faire les thumbnails et d'aller planifier sur la timesheet avant de faire les dessins. Donc ça, est-ce qu'on apprend aussi de votre côté? Oui, mais alors, oui, on peut le faire. Non, mais on n'est pas obligé de le faire sur papier. On place les... Moi, ce que j'aimais dans le temps, quand on était sur papier, j'allais faire mon line test avec les thumbnails. C'est-à-dire, j'avais mes thumbnails alignés sur un format quelconque, comme ça, et puis j'allais sous le banc-titre, en fait, sous la webcam, et puis on place les thumbnails. Il faut prendre un point de repère pour pas qu'elles gigotent de partout, mais on a un point de repère au sol, par exemple, les pieds au sol, et puis on garde ce point de repère, puis on vient déplacer ces thumbnails à cet endroit-là. Et puis on vient les timer, donc là ça revient à faire une feuille d'expo en disant pour aller à l'anticipation, je vais mettre 6 images, pour aller à la clé d'action, je vais en mettre 4, pour aller à la clé de réaction, je vais en mettre 8, parce que je calme le mouvement. Et puis après, je serai à peut-être une demi-seconde pour aller vers le fixe. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire sans même papier, juste avec son corps. Par exemple, quand il y a une action qu'on veut animer, et en fait, il faut mimer l'action. Et dans sa tête ou avec un téléphone, on peut mesurer, on peut mettre un chronomètre et voir en combien de secondes est-ce qu'on fait cette action-là. On peut même la décomposer, voir en combien de secondes est-ce que je prends mon élan. Et après, voir avec un calcul simple, 24 images secondes, on voit en combien de dessins on fait un certain mouvement. On peut le faire de façon encore plus précise en se filmant, pas pour faire de la rotoscopie comme on disait tout à l'heure, mais pour comprendre le temps, le timing et le spacing. Donc on peut se filmer et ensuite mettre la vidéo, par exemple, dans TV Paint ou dans Calipeg, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'on peut le faire. Et on peut essayer, à partir de cette vidéo, d'identifier les poses clés de l'animation, et on peut les noter et voir en combien d'images est-ce qu'on va à cette pose clé. On peut même, on peut faire plein de choses à partir d'images, de vidéos de référence. C'est super intéressant d'apprendre aux élèves à utiliser ça. Et on peut supprimer toutes les images qui sont des intervalles et juste garder les poses clés. Et après, en fonction du style d'anime qu'on veut, on peut modifier ce timing-là. Donc, si on fait une anime cartoon qui va super vite, par exemple, en général, toutes les références sont souvent plus lentes. La réalité, on bouge souvent plus lentement que l'animation. Même de l'anime un peu réaliste, souvent, elle est plus rapide que la réalité. Du coup, on va enlever des images, ou alors les allonger, ou alors rajouter ou enlever, parce que souvent, dans la vraie vie, on rajoute des micro-mouvements qui sont pas nécessaires à l'animation, parce que dans l'animation... C'est parasite si on le dessinait. Voilà, c'est parasite. On veut aller vers l'essentiel, et du coup, on va supprimer ces mouvements-là, et c'est pour ça, par exemple, que maintenant, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la roto de vidéos de référence dans un style d'anime direct, ça met pas du tout le même style que de la vraie anime, parce que justement, la vraie anime, un animateur, ou une animatrice, on va vraiment identifier l'essence du mouvement, supprimer ce qui est parasite, réadapter le timing et donner aussi un peu plus de caractère, parce qu'en fait, nous, on n'est pas des acteurs, et même si on filme des acteurs, les acteurs, ils n'ont pas le même poids, la même densité, la même anatomie qu'un personnage cartoon, par exemple, ou même un personnage réaliste. Et du coup, il faut prendre ça en compte. Par exemple, un personnage qui a une tête énorme ne peut pas bouger pareil qu'un personnage qui a une tête normale. Et du coup, si on prend une vidéo référence d'un mec normal, mais qu'on le met direct sur un personnage avec une tête énorme, en fait, ça va faire super bizarre. Donc, il y a vraiment un travail d'adaptation qui ne peut que passer par un être humain, quoi. Oui, c'était un peu le cas de Tintin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un Tintin adapté en 3D, en motion capture, en fait, qui avait fait un long métrage sur parce qu'il avait bloqué les droits pendant je ne sais plus combien d'années, puis à un moment donné, il risquait de perdre les droits parce qu'il n'avait rien fait avec l'achat d'exclusivité un peu.
Et donc, il s'est dépêché de faire un long métrage qui est d'ailleurs très beau, hein, mais bah, vous regardez bien, c'est de la capture, c'est des humains, et ils ont tous des grosses têtes, et c'est vraiment ça va pas, quoi. Hein, ils ont des grosses têtes sur des corps d'humains, en gros. Ils bougent comme des humains, mais avec des têtes qui sont... Bah oui, parce que Tintin, il est semi-réaliste. C'est pas des réalistes. Les personnages sont pas réalistes. Tintin, il a 5 têtes et demie de haut. Bah oui, c'est pas de chance. Hein. C'est pas 7 têtes et demie. Bah, ça veut dire que sa tête, elle a un poids énorme, en vrai, et on le voit à l'écran. Et là, on voit bien qu'il a une tête creuse, quoi. Hein, puisque c'est de la capture de mouvement qui a été opérée là-dessus. Donc, ouais. Bah c'est pour ça que l'animation, ça doit être vraiment très subtil, parce que c'est plus que de la réalité, mais on arrive à rendre des choses plus réelles que si on filmait des gens. Enfin, c'est un truc un peu particulier aussi, ça, je pense. Peut-être on peut en parler un peu. Oui, eh ben, mais c'est ça, en réalité. L'animation, c'est de transcender le mouvement. C'est une transcendance du mouvement. C'est-à-dire, c'est aller au-delà du réel. C'est-à-dire être plus réel que le réel, si on peut dire. De façon à ce que les personnages soient crédibles. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, du coup, bah, tout ce qui est capture, roto, ça n'a pas d'intérêt. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux... On peut partir de références, mais surtout, il faut analyser la référence pour se l'approprier, s'approprier l'analyse, et venir mettre ses clés à soi, son jeu à soi, quoi. Hein, il y a une extraction d'informations à partir du réel. On est obligé de se baser sur le réel, puisque on a été formé comme ça depuis tout petit. Hein, on sait ce qu'est le réel. Hein, donc, si on montre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, ben, personne ne le croit. Et on n'est pas crédible. Les gens regardent et se disent, bah ouais, bon. Et donc, l'idée, c'est bien d'utiliser l'animation en tant que aller au-delà de la réalité, quoi. En faire plus, un peu plus, venir amplifier un peu, caricaturer un peu, et là on reconnaît. Hein, alors ça se dose, hein, bien sûr ça se dose. Alors le cartoon caricature beaucoup, ok. Ah, mais il y a des gens qui n'aiment pas le cartoon, bon, mais il y en a qui préfèrent le semi-réaliste, il y en a. Hein, chez Disney, il y avait une anime quand même qui était très réaliste, avec des personnages semi-réalistes, disait de la grande époque. Ben, on voit bien DreamWorks s'est construit sur l'inverse, sur un public plutôt ado, tiré vers l'ado, avec des personnages semi-réalistes, réalistes, quoi. Hein. Et donc, DreamWorks, c'est vraiment dissocié de Disney à ce moment-là. Je parle de la période où ils étaient les deux studios en 2D, quoi. Hein. Ouais. Et les mouvements sont beaucoup plus semi-réalistes, réalistes sur Le Prince d'Égypte que sur les films Disney de l'époque, quoi. Qu'est-ce que j'ai revu? Ah oui, eh ben si, j'ai regardé à Annecy Le Roi Lion. Il était projeté sur le paquier le soir. Donc en me baladant, je suis passé devant, il y avait Le Roi Lion. Alors, je suis tombé sur le morceau de bravoure avec les gnous, par hasard. Bon, c'est un superbe morceau de bravoure, la partie des gnous. Hein. Bon, bah, mais de toute façon, j'avais pas revu depuis très longtemps, hein, ce film. En réalité, l'animation est très bonne, bien sûr, mais je l'ai trouvé, dans mon souvenir, c'était presque une anime réaliste de l'époque. Ouais, c'est assez cartoon. Et en réalité, c'est une anime cartoon. Oui, il se déforme vraiment et tout. Ouais. Il y a des déformations très importantes, des mâchoires, de la tête. C'est une anime qui est assez cartoon. Et ça, je me suis dit, mince, l'anime a évolué tant que ça. Hein, parce que c'est un film qui est... Bah oui, c'est un film qui a plus de 20 ans, plus de 20 ans. Donc, ouais, l'anime a évolué en 20 ans. On est allé vers quelque chose de plus semi-réaliste, réaliste. En fait, finalement, ouais, DreamWorks était dans ce flux-là, en fait, hein, avec Le Prince d'Égypte et la suite. Bon. Et je trouve qu'il y a un truc aussi, bon là, ça fait qu'on arrive un peu sur aussi les styles d'animation, etc., mais est-ce que dans la façon d'enseigner, il y a aussi le fait d'aller à l'économie pour être encore meilleur, si vous voyez ce que je veux dire, dans le côté animé par exemple en Pad 3 ou des choses comme ça? Est-ce que c'est aussi le genre de truc qu'on essaie de pousser dans certains films qui sont faits là-bas? Parce que Fred déjà animé à 2, c'est une heure pour lui. Donc, Parce que pour moi, des fois, il y a des animations beaucoup plus saccadées, mais qui arrivent à capturer un truc que je trouve très pur en quelque sorte. Moi, c'est un truc qui me plaît bien, quoi. J'ai appris ça plus après l'école.
Ouais. Parce que justement, j'ai l'impression qu'à l'école, on nous apprend à faire le plus possible. Ouais. Et Fred a vraiment une passion pour l'anime à 1. Et du coup, quand on a Fred, on anime à 1 beaucoup. Après, avec d'autres profs, on va apprendre à être un peu plus à l'économique en animant à 2. Et souvent, quand on sort de l'école, on est face à des problématiques vraiment économiques en studio et de temps. Et là, on est obligé d'animer à 3 ou à 4. Et après, on va mélanger un peu tout ça. On va se rendre compte qu'en fait, dans une même animation, on peut se permettre d'avoir des parties à 1, c'est même nécessaire pour pouvoir vraiment décomposer un mouvement qui va très très vite ou qui est très ample. Et au contraire, il y a des moments qui sont très lents où on peut se permettre d'avoir des animations à 4. Mais tout ça dans le même plan, par exemple. Il faut apprendre à faire le passage entre ces timings différents de façon à ce que ça se voit pas, en fait. Bah oui, l'idée, c'est que ça paraisse fluide et que ça fonctionne. En fait, le pas de 3 a aucun intérêt. C'est horrible, je vais te dire ça, parce que du coup, je suis en train de mettre de côté une grosse partie de la Japanime qui a fait des chefs-d'œuvre. Hein, mais le pas de 3, c'est quelque chose qui n'est pas logique physiquement, puisqu'on va mettre un pas de 3, quel que soit le mouvement, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la partie du mouvement. Ah oui, si c'est trop régulier, c'est idiot. C'est idiot. Quand c'est lent, bah oui, on a le droit d'être à 2, on a le droit d'être à 3. Hein, enfin, on a le droit d'être à 3. C'est mieux si on peut être à 2, quoi. Mais bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que, je dois dire qu'à l'école, en démarrage, c'est vrai que j'essaye d'avoir des animes plutôt à 1 ou à 1 ou à 2, quoi, bon, quand même. Hein, mais quand je suis les films de fin d'études, par exemple, eh ben, les films de fin d'études, ils font des films longs. Les équipes sont pas très nombreuses, c'est 5-6 personnes. Donc, ils font des films assez longs de 6, 7, des fois 8 minutes. Ils ont qu'1 an pour le faire. C'est pas raisonnable. Ils sont pas raisonnables. Alors, ils arrivent un peu à se faire aider par les années des troisième années ou des quatrième années. Bon, d'accord. Mais quand même, ils peuvent pas maintenir un niveau de qualité de mouvement suffisant partout. Donc, en fait, c'est vrai que sur les films de fin d'études, je les suis plus en essayant d'être économique, en disant, bon, cette partie-là, bon, ok, là, on peut se débrouiller on peut laisser à 3, quoi. Cette partie-là, vous laissez à 3, bon, là, quand même, ça va pas. Ou si vous le faites à 3, on lira rien. Il lance une pierre, vous pouvez pas le faire à 3, sinon, ça va être un lancer de pierre au ralenti. Vous allez mettre des inters, ça sera au ralenti. Et si vous mettez pas les inters, qui serait le timing réel, il faudrait l'animer à l'image avec 3 inters. Donc, il y aura ici et là, et il va se téléporter, le bras va se téléporter à 3 images. Pour prendre un fixe ici, un fixe là, ça marche pas. Donc, à un moment donné, il faut essayer d'optimiser, quoi, les vitesses. Alors, ça c'est ce qu'on faisait, curieusement, c'est ce qu'on faisait en France. Alors, ça, j'étais à cette période-là, dans les années 80, en fait, je travaillais sur des séries télé, avec des petits budgets, et en fait, c'est à ce moment-là quand l'industrie s'est structurée, où on a essayé de trouver des moyens de faire croire que l'anime était bonne avec peu de dessins, quoi, avec moins de dessins. Donc l'idée, c'était de faire une feuille d'exposition à géométrie variable, c'est-à-dire passer de 3 à 2, à 1, à 2, à 3 quand c'est nécessaire, quoi. Quand on peut, pour économiser le nombre de dessins. Mais pour que ça se voit le moins possible. En fait, c'est ça l'idée, quoi. Oui. Alors que, à la même époque, on sous-traitait au Japon et on recevait des plans où tout était animé systématiquement à 3. Quel que soit le mouvement, qu'il soit rapide. Or, une course à 3, mais ça n'a aucun sens, puisque on fait 2 pas en une demi-seconde. Faut comprendre. 2 pas de course en une demi-seconde. Ça veut dire qu'on n'a que 6 images pour faire 1 pas. Ouais. Si on anime à 3 la course, pour animer ce pas, il n'y aura que 2 dessins. On va faire une course avec 4 dessins. C'est insensé. Oui, c'est pour ça que je comprends. Moi, je suis. C'est interdit. Voilà. C'est aussi ce côté, apprentissage solo et tout, mais j'ai vite eu ce truc d'adapter justement, de faire des fois en 2, des fois en 3. Enfin, j'ai l'impression que c'est le truc le plus logique pour ne pas en faire trop, mais en même temps avoir ce qu'il faut, etc.
Ouais. Ouais, il faut adapter, ouais, absolument. Puis l'économie, on peut la trouver partout, pas que dans le nombre d'images à la seconde, mais Aussi, aussi ouais. dans, déjà au storyboard. Hein, on n'est pas obligé de tout le temps voir les personnages en entier, de tout le temps montrer des personnages qui parlent. On peut aussi tout simplement éviter le lip sync en montrant, encadrant le décor, encadrant autre Oui, chose. Enfin, c'est et puis essayer avec, d'être ouais, économique, ça avec passe une voix off, par avec, toutes les, bien voilà, sûr, ouais, par toutes les ouais, étapes. Et du coup, il faut être ouais, malin à tout le moment. Et parfois, dans ouais. les films fin d'études, c'est l'enjeu qu'on doit Mm. auquel on doit penser, être économique dans le storyboard, ensuite bien préparer son layout, avoir un layout très solide, et comme ça on gagne du temps après sur la remise au modèle du personnage. Et le style de dessin, le character design aussi peut être économique. Il y a plein d'endroits où on peut gagner du temps, quoi, dans le style de la colo, même dans le compositing. Et ouais. Mais je pense aussi que c'est bien, par exemple en première année, de leur faire beaucoup d'intervalles, parce que comme ça, ils apprennent ce que c'est de Ah faire bah des oui, intervalles. ah oui, Et Il faut c'est un toujours savoir moment avant, qui est ouais. très, où on est seul sur sa table, où on doit être concentré, où on a on est très précautionneux, très méthodique, et on doit faire passer entre des lignes, et aussi apprendre à bien placer son intervalle. Parce ouais, que intervaller tout un plan, moi j'ai fait ça, je me souviens, en deuxième année, on avait un acting 2D, un lip sync, et j'avais fait toute mon anime, et après je me suis dit vite, c'est le dernier jour, il faut que j'intervalle tout pour que ce soit bien, et Mhm. j'ai tout intervallé, et j'ai pas du tout réfléchi à où est-ce que je plaçais mes intervalles. J'ai Ah fait ouais, des intervalles milieu, milieu milieu. partout, Ouais. mmh, et en ouais, fait c'était horrible. J'ai scanné tout au dernier moment pour le rendu, et c'était horrible parce qu'en fait j'avais ramolli toute mon animation, et Mhm. ça avait fait ressortir encore plus toutes les erreurs. Du coup c'est bien d'expérimenter, de mettre à 1 pour se rendre compte que c'est pas facile du tout d'être à 1 non, en fait. non, c'est extrêmement difficile, hein. Être à 1, c'est vraiment extrêmement difficile à intervaller, parce que quand on est à 2, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe visuellement, quand on est à 2, en fait, on passe d'un fixe à l'autre, ok? Mhm. Et c'est-à-dire, on a une image qui est à l'arrêt pendant 2 images, et après, on va ici avec 2 images. C'est un nouveau fixe de 2 images, puis un nouveau fixe de 2 images. En réalité, cette durée de fixe fait que le cerveau, lui, il fait une moyenne entre les deux. Donc, même si nos inters à 2 sont pas très bien placés au bon endroit, Ouais. supposons, je veux être milieu, bon bah ok, je suis un peu trop vers lui, donc je vais être un peu trop loin de ceux-là, d'accord? Mais en fait, donc c'est pas bon, l'intervalle est pas constant, d'accord? Mais comme je suis à 2, en fait, le cerveau, bah lui, il va faire une moyenne. Il va dire, bon ben entre lui et lui qui sont approchés, ben en gros, c'est comme si j'avais un intermilieu Mhm. qui n'est pas dessiné, virtuel, d'accord? Donc, en fait, il nous remet une sorte de vitesse constante de l'un à l'autre, et il nous remet ici une vitesse constante virtuelle, un petit peu plus rapide, mais pas tant que ça. Et en réalité, ça ne gêne personne. Enfin, ça, c'est le cerveau qui vient rajouter un pseudo-inter Ouais. pour lisser le mouvement dans le temps. D'accord? Mais ça, le cerveau peut le faire uniquement parce qu'on est à 2. Oui, sinon ça Si on ferait est à une une, sorte de. si on est à une, maintenant, eh ben, si on a trop rapproché lui à une, il n'y a plus d'interprétation là. Là, lui, il n'y a plus de fixe, il est à une, lui est à une, il est très près, et là, j'ai une grande distance. Donc là, d'un seul coup, je vais avoir un mouvement qui va aller en accélérant, très vite. D'accord, très vite. Et au coup d'après, si mon inter, à nouveau, il est un peu trop rapproché de celui-là, parce que j'ai pas très bien intervallé, j'ai pas intervallé pile poil milieu, d'accord? Et ben, d'un seul coup, je vais avoir une vitesse ralentie. J'ai un ralentissement. Et au coup d'après, j'ai à nouveau une accélération. Ouais, c'est là qu'on a des D'accord? saccades bizarres. Et donc, le résultat, c'est que on s'est embêté à mettre des inters à l'image, c'est-à-dire c'est beaucoup de temps, mais on n'a pas pris soin de le faire proprement, de bien mettre les inters où ils doivent être. Résultat, le trait, il bouge, mais au lieu de bouger comme ça, bah, il va bouger avec des effets de tremblement. Il va y avoir un effet de tremblement ici, pendant l'anime. Mieux vaut une bonne anime à 2 Oui, qu'une voilà. mauvaise anime à 1, Voilà. clairement. Parce que le cerveau va un peu lisser tout ça, va moyenner, en fait, hein, à 2. Voilà. Oui, mais une bonne anime à 2, si elle est bien intervallée à 1, c'est une merveille. Eh ben oui.
Mais c'est beaucoup d'argent, oui. C'est 2 fois plus de dessins, donc on double le budget, hein. C'est comme ça. Et au niveau de ton film, Sixteen, est-ce que tu as des choses que tu voudrais un peu nous dire et tout sur comment est-ce que tu as justement fait l'animation, quel était le suivi, la supervision un petit peu de tout ça? Est-ce que tu as des souvenirs un peu de choses que tu as pu améliorer grâce aux conseils, des trucs comme ça? Ben moi, je me souviens surtout que comme on n'avait pas beaucoup de temps, Mm. c'était vraiment, c'est le moment, je pense, où j'ai le plus appris à être efficace en anime et où Ouais. je me suis dit, waouh, ok, pour ce plan, j'ai 2 jours, alors qu'avant, dans les exercices, on avait un plan pour 4 semaines parfois. Mm. L'acting, parfois, c'est 2, 3 semaines, et là, on Mm. a 2 jours, et du coup, bah, Ouais. on est obligé de se lancer, de vraiment d'être malin, de demander de l'aide, et qui était même frustrant parce que parfois, on faisait quelque chose, on nous donnait, l'intervenant venait, nous donner des conseils et on était là, bah en fait j'aimerais bien prendre tes conseils, mais j'ai pas le temps. Mm. Et Ouais. du coup on est obligé de garder parfois des choses qui sont pas parfaites et qu'on aurait pu améliorer, mais au moins on l'a fait rapidement et on sait que quand on devra refaire un plan similaire plus tard, et ben on aura on a ces retours là et on sait comment on le ferait mieux la prochaine fois. Et moi c'est vraiment sur Film for Edit que j'ai débloqué beaucoup de choses en anime. Mm. Que peut-être avant je réfléchissais trop. Je passais trop de temps à me poser des questions et là au moins j'ai fait et j'ai pris confiance dans ma capacité à être rapide, à être dans les temps et ouais, et à être Ouais, efficace surtout qu'il y quoi. avait des plans compliqués sur ce film, hein. Mm. Il y avait des plans il y avait beaucoup de personnages, Oui, on avait il y beaucoup de avait, personnages. et puis il y avait beaucoup d'effets spéciaux aussi, hein, mine de rien, d'animes, d'eau, de choses comme Ouais, ça, ouais. ah ouais, ouais, Oui, on a dû animer ah oui, de l'eau alors qu'on savait pas vraiment le faire. Ouais. Enfin, Et c'est ouais, ce qui est ouais, marquant ouais, dans le film aussi, c'est tout ouais. ce côté discussion, etc., même au niveau montage et tout, c'est un gros truc, ouais. hein. Mm. Ouais, ouais, c'était, oh là là. Oui, beaucoup de personnages, je me souviens. Oui, ouais. Et du lip Mais sync. Oui, des lip sync, oui. oui, puis vu que c'est des dialogues naturels, on va dire, enfin c'est pas dramatique, etc., c'est peut-être un truc aussi un peu particulier à faire pour avoir le côté tangible d'une conversation de famille et tout, déjà au niveau écriture et tout ça, mais pour avoir un acting bien, enfin, vu qu'il y a aussi plein de types de dramaturgies différentes et tout dans les films, quand Mais vous on a les beaucoup suivez, est-ce joué. que... Ouais. On a eu la chance d'avoir 2 comédiens qui nous ont aidés. En fait, on avait imprimé notre scénario et on était dans une pièce et on essayait de jouer comme si on faisait en pièce de théâtre, en fait. Mm. Dans un huis clos avec une table, on avait positionné, on avait ramené des casseroles, des assiettes pour avoir vraiment les props. Et en fait, jouer et aussi, par ce jeu, trouver des moyens de raconter des choses, des petits trucs auxquels on pense pas quand juste on anime. Donc par exemple, les comédiens, ils nous ont proposé des choses super chouettes. Par exemple, à un moment, dans le film, la mère marche, elle a ce gâteau énorme dans les mains et elle marche en même temps dans une pièce qui est remplie d'eau et du coup elle glisse, elle tombe, il y a une partie du gâteau qui tombe dans l'eau et elle ramasse une fraise et elle la remet dessus comme ça Mm. de façon super maladroite pour tenir le truc. Et ça, c'est la comédienne qui nous l'a proposé. Nous, on l'aurait pas du tout eu naturellement. Et c'est un truc qui rajoute un peu de la personnalité au personnage, qui rend l'anime un peu amusante. Et c'est parce qu'on a des professionnels qui savent jouer, utiliser leur corps, donner de l'émotion à travers les mouvements, qu'on a pu trouver ce truc-là. Et du coup, oui, c'est ça qui est super chouette, c'est de jouer le truc et de rendre la chose naturelle et personnalisée aussi, quoi. Mhm. Et parce que là, on parle de films de fin d'études et tout ça. Vous devez suivre tout le monde en même temps, quoi. Enfin, je veux dire, il y a à la fois ceux qui font leur film, à la fois ceux qui arrivent en première année et tout. Donc, Ouais. comment ça marche un petit peu ça? Comment c'est organisé, en tout cas, de votre côté, pour enseigner Bon, on fait à pas tout le monde en même souvent des temps? cours dans plusieurs classes en même temps. Bah moi, j'en ai fait quand Ah même, ouais? hein, beaucoup. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est organisé. En réalité, moi, je m'organisais de façon à être très présent, en fait, on va dire, avec les premières années, par exemple, hein, Mhm. en début, ou les deuxièmes années, en fait, le début du cursus, on va dire, hein, en anime sur le mouvement. Maintenant, c'est en début de deuxième année, beaucoup. On commence à injecter un peu des exercices en fin de première année. Là, on l'a tenté pour une première fois cette année. Et donc, j'ai en gros un trimestre, je vais dire le premier trimestre, en gros, avec les
débutants, si on peut dire, hein, des gens qui démarrent un peu l'anime, l'apprentissage anime. Et puis au deuxième trimestre, c'est là où les films commencent à être passe en production. Donc, puisqu'ils ont été conçus avant, hein, au premier trimestre, dans les années supérieures, quoi. Et les films de fin d'études, l'anime commence vers février, en fait. C'est fin janvier, en gros, début février, hein, où il y a du lait-août et puis le début de l'anime, quoi. Ouais. Donc, à ce moment-là, je passe sur les films de cinquième année, par exemple. Okay. Hein, je suis plus sur les films de cinquième année jusqu'aux vacances de Pâques. Ça se passait, puisque il faut bien le temps pour faire de l'anime. Il y a quand même 2 mois, pas 3 mois, 2 mois. Je dirais plutôt 2 mois. Il faut quand même abattre l'anime. Peut-être 2 mois et demi, s'il y a un peu de retard. Bon, voilà. Et puis, donc en fait, on s'adapte. Enfin, moi, comme j'étais permanent, en fait, à l'école, j'avais des périodes où j'étais plutôt avec les exos de première ou deuxième année et plutôt au deuxième trimestre avec des films de fin d'études. Et en fait, c'est pareil avec les petits génériques d'ouverture qui se font. L'anime, c'est au deuxième trimestre qu'on fait l'anime, ça peut pas être autrement, quoi. Hein, donc, l'organisation est comme ça. Sinon, les intervenants extérieurs, eux, ils peuvent passer. Il est arrivé que certains intervenants passent d'une classe à l'autre. Ouais, enfin, quand on prend quelqu'un de l'extérieur qui vient encadrer un exercice, il est sur un exercice, quoi. Ponctuellement, il peut éventuellement aller jeter un œil sur les films, mais c'est exceptionnel. Parfois, ils ont juste besoin de retour extérieur de différentes personnes pour avoir des avis, et là, on peut passer quelques heures avec eux. Voilà, exactement. Mais c'est un peu improvisé, quoi, on va dire. On improvise en fonction des besoins, quoi. Mais quand même, oui, hein, l'intervenant, il est là sur un exo, quoi. Normalement, il faut... C'est surtout que maintenant, il y a la classe internationale et la classe francophone. Oui. Du coup, ça fait 60 élèves. Une soixantaine d'élèves. C'est vraiment dur. Ça fait déjà beaucoup d'élèves à voir. Ouais. Et en plus, il faut passer du français à l'anglais en fonction des élèves. Et ça, c'est pas facile, hein, parce que même quand on parle bien anglais, naturellement... C'est le switch qui est dur. Ouais, on a plus envie de parler sa langue maternelle et du coup, on va aller plus instinctivement vers la classe francophone. Alors maintenant, ils sont mélangés, avant, c'est dans 2 classes séparées. Mais du coup, on va plus naturellement passer du temps avec les francophones, même sympathiser un peu plus avec eux, plus facilement qu'avec les anglophones. Et du coup, il faut vraiment se pousser en tant que prof pour être égal, quoi, et donner le même temps d'attention aux francophones comme aux anglophones et voire en donner plus à ceux qui ont plus de mal. Voilà, ceux qui ont des difficultés. Un peu, quoi. Absolument. S'ils sont anglophones, il faut passer plus de temps en anglais avec eux, c'est clair. Et de toute façon, les cours maintenant, alors, à une époque, on faisait... Moi, il m'est arrivé de faire un cours français le matin pour les francophones, en fait, en français, le matin, et puis l'après-midi, le même cours en anglais avec les anglophones. Ça m'est arrivé, on faisait ça avant. Bon, là, on a mélangé les classes, et puis on fait le cours en anglais. Il y a le cours qui est donné en anglais, quoi. Le cours de magistrat est donné en anglais, bon. Et après, effectivement, pour le suivi, soit en français, soit en anglais, en fonction des gens. Et j'ai une autre question, c'est comment on note de l'animation? C'est quoi un peu vos critères et tout sur les exercices? Enfin, comment on... Parce que c'est pas aussi simple qu'un truc de maths, encore une fois, c'est pas juste faux, quoi. Enfin, il y a des subtilités, quoi. Non, mais on peut se retrouver avec 4 notes, hein. Ou des fois 5 notes, hein. On va noter la qualité du timing, par exemple. Est-ce que le timing est bon ou pas bon? Donc ça, c'est typiquement la feuille d'expo, en fait, la qualité de répartition du timing. On va noter, pareil, ça va être sur 5, par exemple. On va noter la qualité du clean, hein, la qualité inter et clean, on va dire. Souvent, c'est inter et clean. On va noter sur 5. On va noter la décomposition du mouvement, c'est-à-dire est-ce que les poses clés sont bonnes ou pas, hein, on va mettre sur 5. Voilà, ce sont des critères factuels. Le volume aussi. Suivi du volume, voilà. On peut avoir des fois 4-5 critères, ça dépend des exos, quoi. Et puis après, on fait une moyenne, bon, on se débrouille pour On est plusieurs profs à noter aussi. Du coup, chaque prof donne sa vision de la note et après, on fait... Et enfin, il y a une moyenne, absolument. Et en général, on constate que il n'y a pas de gros écarts, hein, quand même, entre les profs, hein. Entre les différents profs qu'on fait le suivi, en fait,
y a pas des écarts très importants, en fait. Hein. Et après, en fait, on fait surtout aussi en fonction objectif. des élèves. Moi, par exemple, je me dis, celui qui a fait vraiment le meilleur exercice, si je sens que cet exercice, il est vraiment très, très bien, ça pourrait être un plan dans un film professionnel, par exemple, et ben alors, pour moi, ça va être mon étalon du 20. Et quelqu'un qui a vraiment, je sens que c'est la moins bonne personne, ça sera mon étalon. Je vais pas aller descendre dans le zéro. En général, moi, par exemple, j'essaye de toujours mettre la moyenne. Comme ça, ils n'ont pas à rattraper les exercices. Mais après, Fred, peut-être toi, tu descends. Je sais pas, on fait en fonction de notre vision, de l'éducation aussi, quoi. Quand un exercice est vraiment faible ou que quelqu'un a vraiment pas compris, c'est vrai, ça arrive d'être en dessous de la moyenne. Bon, en général, ça s'équilibre avec un intérieur-extérieur qui est un peu au-dessus. On regarde et puis. C'est vrai qu'on essaye de limiter quand même un peu les rattrapages pour pas. En fait, ça pénalise quand même l'élève parce qu'il est déjà en difficulté. Donc, s'il a un rattrapage à faire avec tous les exos qu'il va avoir nouveaux à livrer, en plus, il a un rattrapage. Ouais. Donc, on peut le noyer facilement, quoi. Et c'est pas bon. Il y a une durée d'études quand même qui est assez longue. On a le droit de se tromper à un moment. Donc l'idée, c'est quand même, quand il y a vraiment eu un problème, il faut quand même le matérialiser. Donc il arrive qu'il y ait des rattrapages, mais on essaye de suivre les élèves de façon à ce qu'il n'y ait pas ce genre de problème, quoi, que les élèves arrivent à rendre quelque chose de performant quand même. Et on voit en fonction de l'élève si... Par exemple, si c'est un élève où on sent vraiment qu'il veut être décorateur, décoratrice, on ne va pas s'entêter à lui faire rattraper des exercices d'animation. Parce qu'on voit bien que c'est pas ça que cet élève veut aller. Ouais, si c'est pas son truc, mais il faut qu'il ait rendu quelque chose et il faut qu'il ait au moins la moyenne, quoi, pour qu'il passe. Voilà, il faut qu'il ait joué le jeu. À une époque, en fait, à une époque, on faisait une sorte de moyenne générale. Non, mais il y a longtemps, hein, on faisait une moyenne générale. Et en fait, dans la moyenne générale, ça posait un problème parce que quelqu'un qui était très bon en anime pouvait faire l'impasse sur les décors, par exemple. C'est-à-dire, il rendait pas les décors. Il avait 0. Ouais. Mais en fait, il se retrouvait avec des 18 sur les exos d'anime et il remontait sa moyenne et finalement, tout allait bien. Mais du coup, il était passé au travers d'une partie de la formation. Ce qui est quand même pas bon on doit faire des films au bout, il faut travailler en équipe, faut connaître les procédés de chacun dans les différents départements. Même si on ne devient pas décoratrice, décorateur, c'est bien d'apprendre à comprendre ce métier-là. Savoir les problèmes du décorateur. Si on ne connaît pas ces problèmes, on ne comprend pas pourquoi il a livré ses décors avec du retard et pourquoi nous on est en retard à l'anime. Ah non, il faut lui pardonner d'avoir livré ses décors en retard. Tant pis. Il a le droit. C'est une formation de réalisation aussi. Oui, aussi. Donc il faut pouvoir appréhender tous les métiers, tous les départements et savoir donner des retours pertinents à tous ces départements. Parce que sinon, on travaille avec des gens qui peuvent être perdus parce qu'on n'arrive pas à expliquer notre vision et donner des retours pratiques, quoi. Et ça permet de se découvrir aussi. J'ai eu des gens en vidéo qui se pensaient pas du tout vers le storyboard au départ et qui, dans la formation, se sont dit en fait, ce truc-là, ça m'intéresse beaucoup. C'est aussi une façon de s'ouvrir aux autres branches, quoi. Ouais, donc là, en fait, avec l'histoire des modules qui sont notés indépendamment les uns des autres, il faut avoir tous ces modules, en fait. C'est un peu comme l'université. Il faut avoir tous les modules, de la moyenne dans tous les modules. Donc, en gros, avec ce système qui vaut ce qu'il vaut, hein, au moins, on évite les gens qui font l'impasse, quoi. Ouais. On peut plus faire l'impasse, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein, il faut au moins avoir travaillé avoir vu un peu tous les domaines quand même, quoi. Même si on va pas se spécialiser là-dedans, dans certains, quoi. Et au niveau de la façon de former à l'après, côté travailler en studio, en production, devenir freelance, etc. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier là-dessus, dans le sens où est-ce que on emploie des techniques où on sait que il faut employer telle technique, par exemple pour faire de la série, des choses comme ça. Est-ce que les différents logiciels sont enseignés, enfin vraiment le côté pratique de comment on fait après pour bosser, quoi, même au niveau du réseau, etc.
Je pense que le réseau, il se fait assez naturellement parce qu'il y a beaucoup d'anciens gobelins dans beaucoup de studios. Et surtout, ils passent par des stages. Il y a des stages tous les ans et ça les force à découvrir le milieu professionnel et à comprendre comment ça fonctionne et à se faire des contacts. Et les stages sont obligatoires, en fait, hein, dans la formation. Ça donne lieu à des rapports de stage, à des ECTS. Donc, oui, les stages sont obligatoires. Et même les intervenants et les intervenantes sont souvent des anciens élèves ou souvent des professionnels qui sont déjà dans le milieu. Et du coup, ça crée aussi du lien. Souvent, les élèves viennent voir les intervenants pour leur demander est-ce que tu connais des studios où il y a où ils cherchent des stagiaires et du coup, ça crée aussi un lien directement vers le milieu pro. Ouais. Après, sinon, pour par exemple tout ce qui va être explication de l'intermittence, des statuts de freelance, tout ça. Alors, il y a des confs là-dessus. Ouais. On fait venir des gens. Il y a des gens du CNC qui viennent pour les aides, etc. Il y a des oui, il y a des cours sur la recherche d'emploi, si on peut dire. Il y a une conférence là-dessus. Bon, on cible un peu sur le droit d'auteur aussi de la SACD. Il y a une conférencière qui vient pour expliquer aussi. Donc, il y a un petit, de manière un peu théorique, entre guillemets, quoi. Hein, il y a des cours ponctuels là-dessus. Sur les différents logiciels, alors évidemment, ça serait bien de pouvoir voir aussi Toon Boom. Alors Toon Boom, ils vont voir plutôt Storyboard Pro, qui est une des parties de Toon Boom, quoi, parce qu'il est très utilisé en prod au niveau sur la préparation des films. Je pense que ça, oui, effectivement, on pourrait imaginer avoir des. Alors, ceci dit, en stage, il y en a qui ont travaillé sur Toon Boom, ça arrive, ils se mettent sur Toon Boom pendant leur stage. Oui, souvent les studios ont une marge d'apprendre, une marge de manœuvre pour apprendre à leurs animateurs. Le logiciel ponctuel, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement. Actuellement, on est plutôt sur TV Paint. De fait, on est sur TV Paint, mais parce que c'est quand même un logiciel pixel qui permet de garder un peu un look, des looks très variés au niveau du trait, des brosses. On peut vraiment travailler ses brosses, son rendu. Hein, il y a un look qui est quand même assez artistique, quoi. Enfin, avec des choix artistiques liés au pixel quand même. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un logiciel qui est peut-être plutôt utilisé pour des films de commande, des films courts où il y a une recherche un peu esthétique autre, quoi. Un logiciel comme Toon Boom va être utilisé pour de la série ou du long métrage parce qu'il a une base vectorielle, donc on a un rendu qui est quand même plus qui a un look plus digital, si on peut dire, quoi, qu'on peut reconnaître peut-être plus facilement, même s'il y a un habillage pixel qui est possible. Oui, mais plus facilement modulable. Ouais. TV Paint est quand même très souple, en plus pour des petites équipes peu nombreuses qui se mettent sur un projet qui doivent le tomber en un mois parce que c'est un 30 secondes ou un clip de 2 minutes. Enfin, c'est des. Voilà, en fait, chaque outil a un domaine privilégié. Hein. Ouais. Faut se rendre compte de ça. Hein. Je pense qu'il est bon d'avoir expérimenté actuellement sur Toon Boom, sur TV Paint. Il faut être capable de varier un peu aussi, il faut savoir apprendre des logiciels plus qu'un logiciel en particulier dans tous les cas, même si on passe à de la 3D à un moment donné, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a les logiciels, mais il y a aussi chaque studio a ses propres plugins, sa propre pipeline. Et ça, c'est pas public, donc on peut pas l'avoir à l'avance. C'est ça. Il y a tout un fonctionnement de comment on range les fichiers, comment on les nomme. Il y a plein de boutons. Même TV Paint, dans un studio et dans un autre, ça va pas être le même parce qu'il va y avoir plein de panneaux personnalisés avec l'utilisation du réseau du studio, comment enregistrer les fichiers. Il y a plein de choses. Chaque studio a un peu sa mixture et il faut s'adapter à chaque fois. Mais il y a aussi nous qui apportons notre truc. Par exemple, moi, j'ai mes raccourcis que j'emmène à chaque fois dans chaque studio, que j'ai sur mon Google Drive et que j'emporte à chaque fois. Donc, il y a un peu de nous, nos panneaux. Ton ergonomie, en fait, de travail, quoi. C'est là où tu es efficace, quoi, en fait. Chacun, c'est vrai qu'on peut adapter, on a cette possibilité-là. Et après, j'imagine que c'est vu que les gens vont ensuite en studio, etc., reviennent enseigner, il y a toute une sorte de groupe qui serait comme ça, parce que je sais que c'est un truc aussi que j'entends parfois, des gens qui veulent
rentrer en école ou quoi et qui ont l'impression que c'est un peu la seule possibilité de se faire un réseau, etc. Et que si on n'a pas la personne qu'on connaît, etc. Enfin, c'est vrai et faux en même temps parce que on peut se le faire ailleurs. Honnête, c'est ça quoi. Les 50 personnes avec qui tu vas être dans ta promo, ils vont rentrer dans le milieu pro en même temps que toi et ils vont être au courant des prods en même temps que toi. Ils vont pouvoir te dire j'ai entendu parler de cette prod-là, ils cherchent des animateurs, ils cherchent des décoratrices, des machins, et on va se refiler les tuyaux. Mais c'est complètement faisable aussi si on est autodidacte, qu'on vient d'autres écoles. En fait, c'est beaucoup un problème de bande démo, quoi. Il faut quand même avoir une bande démo performante, quoi. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais on regarde la bande démo et il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Et si elle a un bon niveau, on a envie de prendre quelqu'un qui a un bon niveau, quoi. Et le book, le book, c'est pareil, quoi. La bande démo et le book, c'est quand même il faut, Alors, et le réseau joue aussi, bien sûr, mais alors, ce qui est curieux au niveau des... ce qui est curieux, c'est qu'il y a une sorte de réseau, mais par ce que j'ai constaté, par année, par regroupement, par quelques années, qui étaient dans l'école au même moment. Oui, exactement. Mais il y a des réseaux, des grandes périodes, il y a des grandes périodes. Il y a des gens qui sont sortis dans les années 2000, qui ont leur propre réseau, qui continuent de tourner, mais qui ne sont pas au courant des promos des années 2020, quoi. Mais je pense aussi parce qu'il y a, il y a des périodes avec des styles différents, et ils recherchent aussi en fonction du style dans lequel ils vont bosser. Par exemple, moi quand j'étais à l'école, en tout cas ma promo, on avait un style très américaine, anime 2D à la DreamWorks, un peu réaliste, semi-réaliste. Quelques personnes qui faisaient un peu de carton. Et là, par exemple, mes élèves, ils sont très, très japanime. Ah oui. Et du coup, ils vont aussi s'embaucher les uns les autres en fonction de ce style-là qu'eux vont développer dans leur court-métrage, dans leur publicité, dans leur long-métrage. Et du coup, ils vont prendre les gens qu'ils ont déjà identifiés dans l'école comme étant très forts dans ce domaine-là. De fait, ils sont... il y a un glissement, quoi. Il y a un glissement, mais... Dans les années 90, tout le monde était 80-90, c'était l'anime Disney qui était la référence, quoi. Donc, il y a des périodes. Et après, Instagram joue beaucoup aussi les portfolios, comment on vend son travail en ligne. Et c'est pour ça que c'est très important de le mettre en ligne. Mais parfois, on entre dans le milieu pro et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là, qui bossent avec nous, qui ont 40 ans et qui sont des brutes complètes. Mais on n'entend pas parler nulle part. On les a jamais vus. Et c'est des gens, c'est les plus chill du monde, les plus modestes. Ils partent à 17h30 aller chercher leurs enfants à l'école. Et nous, on est là. Mais on est dans un autre monde parce que quand on est élève, on fait que se comparer aux autres. On est à fond sur Instagram, sur Pinterest. On est que dans ce truc d'apparence, de compétition. Et là, on voit des gens super chill, très calmes, très 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 fort et waouh, ça ramène un peu sur les pieds sur terre en fait de rentrer dans le milieu pro d'un coup comme ça. C'est vrai, mais en même temps il faut quand même se vendre. Enfin, quand on sort de l'école, le seul moyen c'est quand même de montrer son travail le plus possible, quoi. Alors évidemment, quand on a de la bouteille et qu'on a un bon niveau, on est connu pour son niveau, quoi. On a finalement le web, on s'en fout, quoi. Ça intéresse personne, on sait, on connaît les gens, quoi. Puis quelqu'un qui a un très bon niveau, mais qui est tout le temps en retard ou qui dérange les autres, enfin qui a pas une personnalité. C'est pas terrible. En fait, il faut savoir être cool, il faut être bon et il faut être Et c'est trois compétences, on va dire, principales qu'il faut savoir marier. Il y a des gens qui vont être très très forts, mais pas du tout adaptés à bosser en studio. Du coup, peut-être c'est des personnes qui vont plus être embauchées en freelance ou l'inverse, des gens qui vont être super adaptés, très cool en studio, qui favorisent les échanges, je sais pas, mais qui vont être souvent en retard. Et du coup, eux, c'est des gens qu'on peut embaucher quand on n'est pas dans une charrette, quand on n'est pas obligé d'aller très 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 vite, mais qu'il faut réussir à bien savoir encadrer. Enfin, c'est la personnalité, quoi. C'est le facteur humain, quoi. Dans l'ensemble, il faut essayer d'être capable de travailler en équipe, quoi. Faut essayer de trouver le moyen de travailler en équipe pour essayer d'avoir le maximum de chances de bosser régulièrement, quoi. Ça veut dire, travailler en équipe, ça veut dire communiquer, ça a l'air idiot, mais il faut quand même être capable de accepter les retours, accepter être humble, la critique, être présent, être là quand on a besoin, voilà.
bon, c'est des contraintes du travail d'équipe, mais en même temps, alors c'est vrai que c'est des contraintes ça peut paraître contraignant pour certains qui sont un peu, souvent en anime, on travaille, Solitaire, quoi. c'est un peu solitaire quand même, hein. C'est un job, on reste longtemps seul à réfléchir à ce qu'on fait, à son Ça l'est travail. moins que la BD, du coup, que tu connais aussi maintenant, Sixtine, où là, c'est vraiment seul, quoi. Mais... c'est pas facile, quoi. On a du mal. Bah ouais, il faut essayer de quand même être capable de s'intégrer dans la société, quoi, d'avoir des retours, ouais. Et peut-être, bon, c'est peut-être pas la note la plus positive pour finir, mais est-ce que vous sentez un peu un truc aussi de les élèves sentent cette ambiance un peu de il y a moins de travail en ce moment, etc. Est-ce que vous le ressentez ça aussi dans l'école quand vous discutez est-ce que c'est un truc qui est expliqué, ouais. Oui, absolument. Là, ils sont angoissés. Mais enfin, ça dépend des années. Les sortants sont angoissés parce qu'ils sortent c'est maintenant, quoi. en creux de vague, dans le creux de vague. Donc, ils sont effectivement un peu inquiets. Les autres, ils sont un peu inquiets, mais sans plus. Ils savent qu'il y a encore des années à passer, donc ils pensent que ça va. Et ils ont raison. Et ils pensent souvent, que ça va se détendre. Il y a toujours eu des vagues d'embauche où on trouve plus. Tout le monde bosse et on peut plus embaucher personne. Il n'y a pas assez de gens formés. Et puis il y a des périodes de creux où c'est un peu l'inverse. Là, on est dans la période de creux, mais parce qu'on a eu une période de faste un peu avant, quoi. Oui, il y a quelques années, on avait vraiment beaucoup de chance. C'était très facile au niveau du travail. C'était plein d'emploi voilà. de partout. Il y a plein de formations qui sont créées, plein d'écoles. Ils ont doublé leurs effectifs. Du coup, maintenant, on est beaucoup sur le milieu du travail. Beaucoup d'élèves chaque année qui sortent. Et la demande a beaucoup baissé parce qu'il y a eu cette bulle des plateformes de streaming qui s'est créée aux États-Unis et qui a explosé, quoi. C'est un creux de vague lié au Covid, aux plateformes. Enfin, on se prend le creux de vague après, quoi. Si j'ai bien compris, c'est qu'il y a beaucoup de studios qui se sont formés, qui se sont agrandis et adaptés pour répondre à la demande de ces grosses plateformes comme Netflix, Prime, tout ça. Et puis, ils sont en retrait. Et qui maintenant, tous ces beaucoup de projets ont été annulés parce que il y a pas tant que ça de personnes qui sont sur plein de plateformes et qui regardent. Il y a beaucoup moins de personnes que pendant le Covid, par exemple. Et ils ont eu plein d'argent à un moment, ils ont lancé plein de prods. Et là, maintenant, ça s'annule ou ça se change. Et du coup, tous les studios français qui s'étaient vraiment adaptés pour la demande américaine, là, ils sont un peu en mode « Ah mince, zut !» Du coup, ils ferment, ils réduisent leurs effectifs. Ils réduisent, quoi. C'est au minimum, quoi. Il reste les permanents. On a encore de la chance d'avoir en France le CNC et beaucoup d'aides régionales. Du coup, on retombe sur nos pieds parce qu'on a quand même toujours des financements publics pour les courts-métrages, les clips, les longs-métrages. Et du coup, ça continue encore. On est quand même encore solide sur ça. Moi, je le ressens quand même. Mais on s'était adapté. Là, il faut qu'on se réadapte. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et là, c'est encore tout un débat. Mais c'est aussi encore un truc auquel il va falloir vraiment s'adapter et qui va beaucoup rabattre les cartes pour tout le monde. Mais qui va pas faire que ça va s'arrêter. Enfin, il y aura quand même de l'emploi, mais ça va carrément changer. Et là, c'est vrai que ça fait très peur aux élèves aussi. Mais moi, ce que je dis à mes élèves pour les rassurer, notamment par rapport au niveau d'animation quand on sort de l'école, par exemple, c'est que sur une prod, on peut pas avoir que des Glenn Keane, des James Baxter ou des gens hyper balèzes. Parce qu'en fait, dans un film, il y a des plans qui sont très difficiles et il y a des plans qui sont très faciles. Et ce serait ridicule pour une production de payer un artiste qui est ultra fort pour faire un plan très très facile. Alors qu'il pourrait payer un junior qui, lui, pourrait commencer et s'entraîner sur des plans faciles. Et du coup, ça fait surtout que les gens qui sont très très forts, ils sont beaucoup recherchés, ils sont peu disponibles. Du coup, il y aura toujours de la place sur tous les films pour des gens de très forts et des gens moins forts. Bien sûr. Il faut des gens de tout niveau sur les productions, quoi. Et donc, il y aura toujours de la place pour ces sortants. Parce qu'en plus, ils sont un peu plus flexibles sur le prix. C'est pas ouf. J'aime pas que les gens soient payés vraiment très différemment, mais ils sont plus flexibles quand même sur le temps, sur le revenu. Et du coup, ils peuvent plus s'adapter et les producteurs aiment bien ça aussi, quoi. Et surtout, il n'y a pas que les séries, il n'y a pas que le cinéma, comme tu dis, il y a le court-métrage, il y a même la pub, il y a aussi le fait de faire des projets personnels, autres, etc. Comme on est très fort en animation, en sortant des Gobelins, en dessin, le dessin est très solide, la perspective aussi. On apprend aussi des bases de narration, de storytelling. Du coup, on peut s'adapter, on peut faire de l'illustration pour enfants, de la BD, plein de types de métiers. Après, même du tatouage, ça part. Ça peut s'élargir,
fonction des affinités des gens, mais du coup, il y a beaucoup quand même d'adaptations possibles, quoi. Parce que pour moi, le plus important, c'est que si on sait dessiner des persos et qu'on sait les animer, ne serait-ce qu'un peu, quoi, on peut tellement faire aussi du posing, des character design beaucoup mieux, quoi, avec une façon beaucoup plus claire d'aller dans ces trucs-là. Donc normalement, on est censé pouvoir être carré là-dessus si on sait animer des persos, dessiner des persos. Après, la route est ouverte, quoi, normalement. Et on a la chance d'avoir l'intermittence aussi. Et ça, je pense qu'on peut tous souffler un bon coup parce que hier, on a eu très peur que. Oui, on tourne ça le lendemain des partis politiques qui ont pour objectif de supprimer ce statut, alors que déjà, de ce que je sache, on est une des caisses de chômage qui fonctionne bien parce qu'on travaille bien, beaucoup, et on cotise les uns pour les autres. Et ça permet vraiment que dans les périodes de creux, si on a eu la chance de faire nos 507 heures, je crois que ça va changer maintenant le nombre d'heures, mais le nombre d'heures qui est nécessaire, ça nous permet, dans les périodes de creux où on ne peut pas travailler, d'être quand même, d'avoir un chômage. D'être indemnisé, et d'avoir le temps pour retrouver des productions derrière. Et aussi de pouvoir créer des nouvelles productions. Parce que avant de pouvoir faire valider un projet, il faut quand même du temps pour le penser, le développer, l'écrire. Par exemple, moi, ma BD, j'ai signé mon contrat avec ma maison d'édition et à partir de là j'ai commencé à pouvoir être payée, mais en fait avant ce contrat là ça faisait 8 ans que je travaillais cette BD dans mon coin, que j'ai écrit, que j'ai développé. Ça c'est des années qui sont pas rémunérées et qui ne le seront pas avec l'argent qu'on a signé au contrat, parce que l'argent signé au contrat sert à ce qui va se passer après. Et toutes ces années, elles ont notamment pu être financées entre guillemets parce que j'avais cette intermittence, cette indemnisation. Et là, à la BD, je vais embaucher personne dessus pour bosser avec moi, mais quand c'est de l'animation, quand on prend des années pour préparer un projet, ce projet-là, après, il va être signé et on va pouvoir embaucher des gens dessus. Donc, en fait, si on n'a pas le temps en tant que créal, en tant que créateur de projet, de le créer, en fait, on ne peut pas embaucher des gens. Et le système fonctionne grâce à l'intermittence aussi, quoi. Bah ouais, carrément. Et on est envié dans d'autres pays aussi par rapport à ça. Non, mais c'est pour ça qu'on est les plus gros producteurs européens, quoi. On est les plus gros producteurs européens, on est toujours 3e, là, mondialement. Donc, c'est un système qui fonctionne bien et qui donne des choses quand même qualitatives. Et on produit de plus en plus de longs métrages quand même. Faut voir que par an, on produit des longs métrages, quoi. Ce qui est, à une certaine période, on produisait peu de longs métrages et on produisait beaucoup de séries. C'était surtout de la série, en fait. Et là, on se retrouve, il y a quand même beaucoup de longs métrages. C'est plutôt bien parce que c'est un niveau qualitatif qui est... c'est une montée en puissance, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je trouve qu'il y a une opportunité. Quand on est très dépendant, on a été très dépendant des distributeurs américains, là, récemment, des diffuseurs américains. Et aussi, on est encore très dépendant du jeu vidéo. Parce que là, en ce moment, ce qui fonctionne très très bien, c'est les trailers en animation 2D de jeux vidéo, 3D, League of Legends, Fortnite, tout ça. Et en fait, je trouve qu'il y a une opportunité dans le fait d'être moins dépendant de ces diffuseurs-là à retravailler notre travail d'auteur et d'autrice français et à reprendre en fait la main sur ce qu'on raconte, sur le storytelling et sur la narration et sur le message qu'on veut faire passer. Et c'est ça aussi qui fait la puissance et la qualité de l'animation française, c'est qu'on a ce travail d'auteur. Ça fait aussi qu'on est un peu pas très efficace sur le long terme parce que Miyazaki, il a son style, tous ses films sont dans le même style, il a sa production, sa pipeline, les mêmes artistes qui peuvent bosser sur plein de films d'affilée. Nous, en France, on a souvent tendance à réinventer la roue à chaque film. Parce que c'est un gros travail de conception. Voilà, le réalisateur, la réalisatrice va venir avec son propre style. Tout fluctue. Et à chaque film, on a un nouveau style. Turnover énorme. Voilà, on a une richesse de style, mais on perd du temps. Mais en même temps, avec chaque style vient un message qui peut être plus ou moins engagé ou pas. Et en fait, de retrouver de l'indépendance par rapport à ces distributeurs et aux jeux vidéo, ça nous permet de reprendre la main sur ce qu'on raconte en fait. Et c'est aussi super important, c'est aussi ça l'animation et le cinéma, c'est qu'est-ce qu'on raconte, quel est le message qu'on passe à la société, aux générations actuelles, aux générations futures, à nos enfants, qui sont souvent les premiers à regarder de l'animation, quoi. On est bien lotis en fait au niveau de l'anime ici, mine de rien. Est-ce que Fred, tu veux dire quelque chose sur ton expérience de 20 ans plein et là tu pars en retraite?
Et t'as quand même été un des profs légendaires de l'école d'animation qui est souvent appelée la meilleure école d'animation dans le monde. Il y a eu des générations et générations d'élèves qui sont devenus réals ou animateurs ou décorateurs et qui t'ont eu comme prof, et tu fais un peu un lien comme ça entre des centaines et des centaines de personnes. Et qu'est-ce que toi, ça te fait, quoi? Ce que ça me fait, ben, c'est ultra émouvant, c'est épouvantable, c'est émouvant à un point incroyable. Mais et surtout que à Annecy, là, j'ai revu des gens. J'ai revu des gens qui étaient élèves ici, que j'ai eu comme élèves je crois en 98, quelque chose comme ça. C'est assez étonnant, quoi. Faut imaginer, c'est vraiment un grand écart, quoi. Quand j'étais encore vacataire, je venais ici ponctuellement comme intermittent. Je travaillais en prod. Et ah ouais. Ouais, j'ai revu Simon Otto, qui était là à la fin des années 90, là, et qui est passé à DreamWorks, et qui était réalisateur à DreamWorks, et puis maintenant qui travaille pour Netflix, là, sur un long métrage qui va sortir, là, ouais, c'est étonnant. J'ai en fait vu des gens qui ont réussi à passer, j'allais dire, passer au travers de tous les changements technologiques. Oui. Parce qu'en fait, il faut imaginer que j'ai connu les Gobelins, en fait, on démarrait, on faisait les petits films d'ouverture pour Annecy, ils étaient tracés gouachés, quoi. C'est-à-dire, ils étaient animés à la main, et puis on traçait sur cello. Alors, il y avait un copieur sur cello, hein. On faisait de la photocopie sur cello pour la trace, et puis il y avait on faisait de la trace gouache, ce qu'on appelle. Alors, c'est pas de la gouache, c'est de l'acrylique. On utilise de la peinture acrylique au dos, on retourne le cello pour mettre les couleurs, quoi. Et il y avait des séchoirs partout dans les salles, et c'est les premières années qui aidaient, en fait, qui mettaient la main à la pâte pour pouvoir mettre en couleur, quoi. C'était fou, là. Il y avait un délai de mise en couleur qui était très long, en fait, hein. Et il faut attendre que ça sèche. Chaque couleur doit sécher. Parce que si on peut pas mettre en couleur tout un personnage, la veste, la veste, si elle est verte, on peut pas mettre le col de chemise en blanc tant que c'est pas sec. Parce que sinon, ça se mélange et ça, donc il y avait des grands séchoirs comme ça avec les séchoirs. Ouais, c'est fou, hein. Et donc, en fait, il y a eu toute une évolution technologique avec des gens qui ont réussi à s'adapter. L'apparition, la démocratisation de la 3D, en fait, aussi, j'ai vu, parce que moi, j'étais un peu au début de la 3D, puisque en 90, à la fin des années 80, en fait, j'ai commencé à travailler un peu en 3D, puis après, faire des films de commande. C'était des films de commande, un court, bien sûr, hein, mais et puis des petits courts-métrages aussi, quelques petits courts-métrages, mais vraiment courts, quoi. C'est 1 minute, 2 minutes. Enfin, à l'époque, c'était déjà du long-métrage, 2 minutes, pour la 3D de l'époque. Et en fait, oui, fin des années 90, la 3D s'est imposée. Il y a même eu un engouement pour la 3D de l'école, hein. C'est-à-dire vers 2005, début des années 2000, il y avait la moitié de la classe qui faisait de la 3D, quoi, qui faisait la spécialisation 3D, en fait, qui était une année de plus en 3D, quoi. Puis il y a Octapody qui avait vachement marqué quand il est sorti. Qui est sorti en 2007, c'était la fin de ces années-là, quoi. Bon, après, il y a eu encore un peu de films de 3D de fait, et puis c'est retombé. Bon, là, on utilise la 3D dans les films 2D actuellement, mais plus pour du décor, du layout, de l'aide pour le dessin en volume, quelques effets spéciaux ponctuellement. Et de temps en temps, il y a un film en 3D, ça arrive. Il y en a peut-être un par an, on va dire. Mais parce que les gens viennent de la 3D avant, ils venaient d'une école de 3D, et puis ils ont envie de faire de la 3D ici, en film de fin d'études, quoi, après avoir expérimenté un peu l'anime en venant de l'extérieur, quoi. Mais en fait, on est sur... la 2D il faut voir qu'on pensait, il y avait une grande idée que la 3D allait remplacer un peu la 2D, hein, dans les débuts des années 2000, on va dire. Hein, c'était la grande crainte un peu de ça va juste remplacer. Ouais. Et en fait, non, en réalité, non. On s'est aperçu que les outils n'étaient pas très performants en 2D. Et puis finalement, les outils se sont développés. La 3D avait de l'avance parce que les outils 3D étaient extrêmement développés.
depuis très longtemps. On faisait de la simulation, c'était des simulateurs de vol, c'était utilisé dans l'armement dans les années 80, et faut imaginer, hein. Et dans l'industrie, en fait. On a utilisé les modeleurs de l'industrie pour pouvoir faire de l'animation 3D avant d'en parler, okay. On a mis le mouvement là-dessus. Du coup, la 3D avait de l'avance en 2000, au niveau outils, efficacité, je veux dire. Et finalement, la 2D s'est développée, TV Paint est apparu, on a eu le module de trace gouache automatique, là, qui est quand même, c'est incroyable, ça, de pouvoir mettre en couleur aussi vite. Enfin, finalement, l'anime 2D a continué. Alors, de fait, quand même, j'ai constaté que les Américains ont abandonné la 2D, ça c'est clair. Les Américains sont allés vers la technologie la plus puissante, quoi. Donc, une fois que leur studio était équipé en 3D, effectivement, ils font des films 3D. Hein, alors, de temps en temps, ils font un petit court-métrage 2D pour garder l'esprit un peu des studios un peu à l'ancienne, ou de temps en temps, pour occuper les gens entre deux prods, ou des fois, c'est des génériques d'ailleurs, des films 3D qui sont 2D. Ça, c'est rigolo aussi. Hein, bon. Mais, oui, on a quand même des gros budgets 3D, plutôt sur la partie, on va dire, un peu USA, quoi. Et puis en Europe, finalement, on est revenu à la 2D. Il y a de la 3D en Europe, bien sûr, mais il y a beaucoup de 2D. Et, le Japon, c'est presque que de la 2D. Et le Japon, il y a beaucoup de 2D aussi. Il y a un peu de 3D aussi, mais c'est beaucoup de 2D. En fait, nous, on est un peu entre les deux, quoi. Hein, c'est assez intéressant de voir comment ça s'est structuré. Hein. Je pense qu'on a une culture de l'illustration aussi qui est très forte. Qui est ultra ancienne. Des auteurs et des autrices, et du coup, on a cette variété de styles dans le dessin lui-même, quoi. Le dessin, la couleur, la peinture, le rendu, le look. Hein, on est... Alors que les Japonais ont une tradition de design extraordinaire. C'est des designers. Ils ont un dessin qui est très structuré en perspective, géométrie, etc. Et c'est vraiment des grands designers, quoi. Hein, au niveau rough, ils font des roughs à main levée qui sont incroyables, qui sont très justes géométriquement. D'ailleurs, les décors, tout le travail de décor qui est fait au Japon est exceptionnel. Hein. Des décors. Les hoods sont extrêmement pointus. Donc, c'est un peu un style, c'est très réaliste du Japon a un style qui vient du réalisme. Nous, on a un style qui vient du 19e siècle, quoi. Hein. Si on regarde bien, c'est notre 19e siècle qui a fait évoluer tout ça. Hein. En mot de la fin, justement, par rapport à ta carrière, etc., il y a le film qui a été fait, justement, et qui est sorti à peu près quand tu m'en as parlé, Sixtine. J'imagine que ça a dû être aussi un truc assez chouette, quoi, de voir. Je sais même pas comment c'était fait, d'ailleurs. C'était fait en secret, il y a des enregistrements. En secret, oui. C'est tout un truc, ouais. Illustré par Hugo Michalet. Hugo Michalet, oui. Et il a fait un boulot d'enfer là-dessus. Et il y a énormément de gens de l'école. Hein. Il y a combien, peut-être plus de 100 personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est incroyable. Hein. Et alors, je n'y attendais pas du tout. Et ils me l'ont projeté. C'est une projection surprise. J'étais pas au courant. En fait, on a fait une projection des films d'ouverture du Festival d'Annecy qu'on venait de finir, quoi, en gros. Hein, donc, en fin d'année, on a projeté les films. Et puis, ils ont projeté ce petit film à la fin. Et là, c'est une émotion terrible, quoi. C'était vraiment une émotion incroyable, ouais. Ah ouais, ça alors, quel souvenir étonnant, ouais. Et le travail qu'ils ont fait est vraiment excellent, hein. Il y a beaucoup d'animaux à l'image, hein. Ça c'est incroyable, hein. Ils ont fait un boulot. C'est pas le critère de frais. Si ça avait été mal animé. mais il y a de l'anima 2 aussi, bien sûr, il y a de la... Ok, mais c'est vrai que c'est très poussé. Il y a des hautes lumières, ils ont animé le rendu, quoi. Ça veut dire que c'est du multicouche, quoi. Ils ont empilé, il y a un compositing de la mort, là, qui tue. C'est incroyable, quoi. Ils sont vraiment... Ah ouais, ça, c'est un cadeau exceptionnel, ça. Quel moment incroyable. Ouais. T'étais très ému. Ah oui, ultra ému, là. Ah ouais, ému aux larmes, je ne pouvais pas parler. J'ai fait un petit discours, quand même. J'ai réussi. Non, mais j'ai mis du temps, hein, avant d'arriver à parler, là, après.
Ah ouais, ouais, la gorge serrée et tout, c'est horrible. Ouais, c'est impossible de parler après ça. Oh là là. Ouais, bon, j'ai pris, ouais. Ouais, ouais, beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. En plus, il y avait plusieurs promos dans la salle qui s'étaient cachés. Oui, oui, alors oui, il y a des anciens qui sont venus, Ah ouais. mais ils s'étaient pas mis au premier rang. Donc moi, je pensais que c'était l'école, quoi. J'ai pas fait gaffe, j'arrivais et puis je me suis mis au premier rang, donc je les voyais de dos. Donc, mais en fait, il y avait beaucoup d'anciens, hein. Il y a Adrien Grenelle qui est venu, ah oui, il y en a beaucoup qui sont venus, ouais. Et puis j'en ai revu, évidemment, j'en ai revu beaucoup à Annecy aussi. Nicolas Pavlovski, des gens comme ça que j'avais pas vu depuis longtemps, hein. Il y a des élèves où tu as eu leurs parents en tant qu'élèves et après leurs enfants. Oui, oui, absolument. J'ai eu deux générations. Ouais. Okay. Ouais, j'ai même eu 2 générations. Alors ça, c'est incroyable. Et je les ai vus, j'ai vu à Annecy les 2 générations. C'est fou. Incroyable. Ils sont venus à Annecy et oh là là, c'est fou ça. C'est déjà, ouais. J'en avais eu en formation, mais c'était la fin des années 80, quoi. Ça s'appelait c'était les formations aux images de synthèse, ça s'appelait à l'époque. Hein, et puis, ouais, que j'avais eu. Alors, et puis que j'avais embauché d'ailleurs en studio après, hein, j'avais embauché dans les studios 2D. Et puis finalement, le fils est rentré dans l'école. Il a passé le concours normalement, je savais même pas qu'il passait le concours et reçu. Incroyable. Des frères et sœurs aussi. On a eu, Ouais, il y a eu des frères et sœurs de plusieurs générations aussi. Ouais. Enfin non, assez proches quand même, hein, mais ouais, avec une certaine distance, ouais, peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça, ouais. Bah, j'espère en tout cas que ceux et celles qui écoutent ont eu plein d'infos, de motivation, envie de faire de l'anime et tout encore plus. C'est vraiment tout le but de ces vidéos-là, quoi. Ouais, j'espère aussi, ouais. Oui, ça. Bah, on est peut-être assez passionné quand on parle, quoi. Du coup, ça dit qu'on a, ouais. Ah, l'animation, c'est un art exceptionnel, quoi. C'est vraiment un art extraordinaire. Et c'est sûr que c'est un art, hein. Ça peut pas être autre chose, hein. C'est le nombre de choses qu'il faut acquérir, quoi, pour. Oh là là, c'est un art vraiment sophistiqué. Et c'est un art éphémère, hein. C'est assez étonnant. C'est un peu un art comme la musique, quoi. Si on veut. Hein, c'est un art. Bon, bah, ça se passe dans le temps, et puis une fois que c'est passé, c'est passé. Alors, on peut se remettre le film, hein, mais c'est volatile un peu, hein. C'est pas. C'est un art un peu, ouais. Bah, c'est un peu comme le théâtre ou la danse, hein, c'est un art dans le temps, quoi, qui est comment maîtriser le temps. Et là, en l'occurrence, c'est le mouvement avec des personnages ou des objets. Ouais, c'est un art dans le temps, quoi. Proche de la musique, ça se marie bien, la musique. C'est pour ça que ça se marie bien, la musique. Ouais, le côté tempo et tout, Ah oui. Il y a un vrai truc là-dessus. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a parlé 2 heures, on a parlé plein de choses. Donc c'était très cool. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Bah, pas de soucis, merci. Merci beaucoup à toi.